Parce qu'il n'y a pas de place pour la profondeur, il n'y a pas de place pour le long. Et en fait, c'est archi faux. Je déteste les dogmes. Donc, tout ce qui est dogmatique, il faut savoir dire non. Ça dépend, en fait. J'écris pas pour dire ce que je pense, mais pour savoir ce que je pense. Ok. Cette phrase, elle est géniale. L'expression, elle est partout, en fait. Ouais. Partout. Bonjour à tous, je suis Thomas Argaria et j'ai le plaisir de vous présenter ici le premier épisode de mon podcast Intelligence humaine. Dans cet épisode, je reçois Marie Guémard qui est coach en écriture. Je suis ravi d'avoir pu initier cette série avec elle. Vous allez voir que Marie est passionnante. Ce que j'apprécie tout particulièrement chez elle, c'est sa franchise, son honnêteté et sa force de réflexion qu'elle a développée à la fois par des années d'écriture, mais aussi et surtout par une forme d'intégrité intellectuelle qu'on retrouve partout dans sa démarche. Aujourd'hui, Marie inspire des milliers de personnes sur les réseaux avec sa plume aiguisée, et moi le premier. Donc j'espère qu'elle vous touchera et vous inspirera autant qu'elle m'a touché et inspiré. Si c'est la première fois que vous écoutez un épisode d'Intelligence humaine, je vous invite à écouter l'intro du podcast qui ne dure que quelques minutes, mais qui vous permettra de bien comprendre le cadre que je fixe pour ces discussions. Pour me contacter ou pour contacter mes invités en général, je glisse toutes les informations nécessaires et les liens utiles dans la description de chaque épisode. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. À très vite. Bonjour Marie. Salut Thomas. Salut, merci d'être là. Enfin, moi, merci d'être là parce que je suis venu chez toi, mais que merci chez de moi. m'accueillir. J'adore cette intro, ça commence bien. Eh bien, merci d'être à nous d'être ensemble, surtout. Ouais, C'est exactement. ça qui est bien. Je vais te présenter, puis après, j'aurai quelques questions. Mais donc, je te présente. Marie, tu es coach en écriture. Tu accompagnes les pros de l'édito et les acteurs du sport, de la nutrition, du lifestyle à écrire sur LinkedIn avec force et style. Ça, c'est ton expression depuis 2019. Tu es numéro 1 de la catégorie Writing and Storytelling sur LinkedIn France. Tu es resté 5 ans aux manettes d'Altra Runic. Tu as 12 ans d'expérience éditoriale. Tu cumules presque 2 millions de vues par an sur LinkedIn. Tu as coaché plus de 250 personnes pour les aider à faire pareil. Tu as une plume aiguisée, tranchante même sur LinkedIn et tu es aussi sportif, tu as un fort caractère. Moi, je te perçois comme quelqu'un d'assez inspirante, résiliente. Voilà, je voulais absolument te rencontrer parce que je t'ai découvert sur LinkedIn et j'aime beaucoup ton écriture et tes posts. Mais finalement, un post, c'est quelques minutes, on ne se rend pas bien compte de l'univers, de la personnalité de la personne. Et donc, je pense que j'ai beaucoup à apprendre de toi et c'est pour ça que j'avais envie qu'on se croise pour un petit épisode de podcast. Merci d'avoir osé, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui osent me demander. Et il n'y en a pas beaucoup à qui j'ai dit oui ces dernières années. Et donc là, après pas mal d'épreuves perso que les gens qui me lisent sur LinkedIn connaissent, de santé, une opération pour une endométriose assez corsée il y a 1 mois, je me suis dit en sortant, d'une, j'ai pas envie que l'endométriose dicte ma vie, et de deux, il serait temps que je recommence à dire oui. Et ça rime, et j'ai pas fait exprès, parce que je connaissais pas ta question. Mais oui, je suis contente de t'avoir ici, et je suis contente de recommencer à dire oui. Et de recommencer à parler en dehors de LinkedIn aussi, parce que LinkedIn, c'est un terrain de jeu, mais c'est pas la vie. Ouais, c'est clair. Et je trouve que le podcast, tu vois, c'est pour ça que je voulais en lancer un moi aussi, c'est du temps long. Et on a le temps d'approfondir les sujets. Là, on est dans un monde où il n'y a que des posts, tu lis vite, tu quittes tes réseaux, tu y retournes, etc. Tu n'es pas sur quelque chose où tu approfondis des idées, tu les contours, tu en discutes en profondeur. Donc, c'est ça que j'aime beaucoup. J'écoute beaucoup de podcasts. Mais je voulais aussi avoir la capacité, tu vois, d'aller approfondir moi-même les idées. Donc, je pense que c'est hyper important, et je pense que c'est une erreur de penser que les gens ne veulent que du rapide. Il y a beaucoup d'erreurs comme ça qui circulent sur le web, et ceux qui commencent ou ceux qui n'ont pas forcément l'expérience se disent il faut que je fasse ça parce qu'il n'y a pas de place pour la profondeur, il n'y a pas de place pour le long, et en fait c'est archi faux. Il y a de plus en plus de gens qui en ont marre des algorithmes, qui en ont marre des posts qui racontent des fausses histoires, qui en ont marre des pensées packagées, raccourcies. Hier encore on m'a dit sur Substack j'adore te lire parce que c'est long. Et moi, j'utilise toujours le nombre maximum de caractères sur LinkedIn. Je suis très souvent proche des 3000. Ouais. Et sur Substack, je fais souvent un copier-coller de LinkedIn pour le moment, sur Notes. Ouais. Et en fait, à partir du moment où t'embarques les gens dans ce que t'as à dire, c'est jamais trop long. C'est long quand c'est chiant.
Mais quand c'est pas chiant, c'est pas long. Ouais. Et ça, les gens ont du mal à le comprendre. Le problème, c'est pas le nombre de mots, c'est ce que tu mets dedans. Ouais. Et donc, je crois que les gens ont besoin de profondeur, de discussion, de rencontres et de bonnes nouvelles aussi. Parce qu'en ce moment, c'est quand même pas génial. Ouais, c'est clair. Et aussi, il y a peut-être un peu d'humour, de légèreté. De temps en temps, c'est sûr. Mais on parlera tout à l'heure un peu de Substack, LinkedIn, parce que c'est vrai que Substack est en train de pas mal changer. Toi, tu t'es positionné dessus. Mais merci aussi de me dire d'oser. Tu vois, c'est marrant. Moi, je m'étais dit... Enfin, tu sais, j'étais dans cette croyance de me dire, je vais lancer un truc et je vais devoir envoyer plein de messages à plein de gens avant que quelqu'un veuille bien. Et en fait, j'ai envoyé 5 messages et tout le monde m'a dit oui. Merde. Toi, tu étais une des premières, si ce n'est la première à qui j'ai envoyé un message. Et tu vois, je me suis dit, bon, voilà, il faut tenter, il faut faire les choses et tout pour pas avoir de regrets. Mais je ne m'attendais pas à, tu vois, des oui successifs comme ça. Donc, j'étais, ok, bah, au moins, parfait, ça me permet d'enquiller direct, quoi. Carrément. Mais en fait, les gens disent plus souvent oui que ce qu'on pense. Hein. Ouais. En fait, la demande, c'est puissant quand même, tu vois. Il y a plein de gens qui osent même pas juste demander, mais juste le pouvoir d'une demande bien posée, franche, honnête, ça peut marcher, quoi. Et puis toi, tu as un vrai truc, je te dis ça, je te connais pas, donc je te dis ce que j'ai perçu depuis le peu de temps qu'on se parle, c'est que tu as une vraie humilité. Et ça, c'est génial, parce que quelqu'un qui te dit j'ai vraiment envie qu'on se parle et il n'y a pas de rapport de force ou de performance, ou si tu me dis non, c'est pas grave. Ça allège beaucoup les relations aussi. Et je trouve que c'est vraiment c'est la manière dont tu as posé la question aussi. Je me rappelle plus comment c'était, mais ça aide à dire oui. Puis j'avoue que tu m'as contacté à un moment où je m'étais dit. Il y a un truc de timing. Mais dingue. Je m'étais dit, je me sentais super bien après mon opération. Et je m'étais dit, là, c'est le moment, il faut que je dise oui à ce qu'on me propose. Quoi. Et à chaque fois que j'ai décidé ça dans ma vie, chaque fois que je me suis dit, là, c'est le moment où il faut que j'accepte tout ce qu'on me propose. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Il m'est arrivé des trucs dingues à chaque fois. Donc, t'arrives à ce moment-là, donc c'est cool. Et sur ça, c'est... Enfin, tu t'es pas dans le... tu sais, il y a un peu ce discours du... il faut savoir dire non, le non est très important parce que plus tu dis non, plus tu es concentré sur tes objectifs. Toi, comment tu vois ça? T'es plutôt en mode, au contraire, il y a des périodes où il faut accueillir le oui et prendre le plus d'opportunités possible et voir où elle me mène et je trie après, quoi. Moi, déjà, je déteste les dogmes. Donc, tout ce qui est dogmatique, il faut savoir dire non. Ça dépend, en fait. Si t'es quelqu'un qui dit toujours non et qui a du mal à dire oui, non, il faut pas savoir dire non, il faut savoir dire oui. Si t'es quelqu'un qui te fait marcher dessus et qui est tout le temps en train de dire oui à tout le monde sans discernement, oui, il faut apprendre à dire non. Mais c'est pas un dogme. Moi, j'ai passé 10 ans à vraiment souffrir de l'endométriose, je sais pas si je peux dire à me renfermer, mais à me protéger, à aller à l'essentiel, à compter mon énergie au compte-gouttes. Les femmes qui ont de l'endométriose savent ce que c'est. J'ai été obligée de dire non, même à des gens proches, en fait. C'est le plus dur, d'ailleurs. T'as des gens proches, tu leur dis... en fait, ce qui me rend hyper triste, c'est de devoir vous dire non à vous, quoi. Parce que dire non, dans l'absolu, ça dépend à qui on le dit, en fait. Et là, je suis en train de me dire, il faut que je réapprenne à dire oui, parce que c'est un muscle aussi, le oui. Et parfois, on dit trop non, et ah non, mais je vais pas y arriver. Ah non, mais je vais pas lui demander, elle ne me dira jamais oui. Mais t'en sais rien. Tu vois, il y a ces oui-là aussi. Le oui, c'est oser d'une certaine manière. C'est pas juste d'abord accepter. se dire oui à soi-même, je peux le faire, je vais oser, je me vois, c'est possible, en train de le faire, et ensuite on verra ce que la vie me donne ou pas. Ça, c'est un oui, tu vois. C'est vrai. Okay. C'est important. Trop bien. Donc aujourd'hui, tu fais de l'écriture, toi, ton métier. Comment tu as cheminé autour de l'écriture? Est-ce que tu as eu est-ce que très rapidement, c'est un talent chez toi? Ma question suivante, ça serait, est-ce qu'il faut être talentueux pour écrire? Tu me diras aussi ce que tu en penses. Ça va pas faire plaisir à tout le monde. Mais voilà, comment toi, tu as cheminé autour de l'écriture? Tu vois, ça a été quoi les déclics finalement qui font que tu es allé dans ce qu'on peut appeler du copywriting aujourd'hui, et puis ensuite du coaching? Parce que c'est pas un métier. Quand on t'a demandé en maternelle ce que tu voulais faire, je pense que c'est pas ça que tu as répondu. Bah, je t'avoue que même maintenant, quand je dis ce que je fais, à chaque fois, on me dit. C'est un métier, ça. C'est un métier, ça. Comment dire Alors, en fait, j'ai toujours lu énormément. Et ça, c'est un truc, je pense qu'on en reparlera, c'est qu'on peut pas bien écrire si on ne lit pas. À 4 ans, je lisais, donc j'ai pas fait de CP, je l'ai sauté. Je lisais des pavés comme ça. J'ai avalé des livres depuis que je suis quasiment en âge de parler. Donc, il y a eu ça. Et après, on est en France et je suis arrivée au lycée et on m'a dit si tu fais L, c'est que t'es une brêle. Si tu fais ES,
donc économie, c'est que t'as les dents longues qui aillent le plancher, quoi. Et si tu fais S, donc scientifique, c'est que t'es quelqu'un d'intelligent qui va réussir sa vie. Ouais, j'ai eu à peu près le même discours. Je pense que tout le monde a eu à peu près Voilà, le même même discours. s'il s'appelle plus S, L, E, S, en gros, les scientifiques, c'est les gens intelligents, les littéraires, c'est les boulets, et les vendeurs, c'est ceux qui ont du bagou, mais voilà. Et en fait, moi, je me suis dit, mais j'adore écrire et lire, et j'adore la science. Pourquoi je devrais choisir? Et j'étais dans une école où on a proposé une classe pilote SL. Donc je faisais tout le programme S et tout le programme L. Avec costaud. Ouais, très costaud. Ce qui fait que j'ai passé le bac de français en première comme tout le monde, en tout cas à l'époque où je l'ai passé, en étudiant autant de textes que les littéraires. Donc je crois que j'en avais 40 au lieu de 20 pour les scientifiques, un truc comme ça. Sauf que c'était un truc pilote, on était 6. Et c'était pas. Ça n'a pas été renouvelé parce que trop dur. C'était pas une réalité académique nationale, c'était un essai pilote. Donc après, j'ai continué en terminale S. J'étais dans une section bilingue anglais parce que je revenais des États-Unis. J'avais fait espagnol, latin et un peu d'italien. Sauf qu'à un moment, espagnol, latin, italien, je commençais à un petit peu vriller. Et comme j'étais assez paresseuse et que je travaillais pas beaucoup, je me suis dit non, j'arrête l'italien et voilà. Donc il y a toujours eu des langues, il y a toujours eu le goût de l'expression, mais j'ai détesté le français à l'école. J'ai détesté. Je trouvais que c'était une manière d'apprendre la langue. Parce que obligé de lire certains livres. Moi, je sais que j'ai ce côté-là un peu. Tu me forces à lire. Enfin, de manière générale, si tu me forces à faire quelque chose, même si j'avais envie de le faire au départ, je n'avais plus avoir envie de le faire après. Donc il y avait un peu ce côté-là, moi, lecture forcée. Ouais, puis il y a ce côté, en fait, si tu écris bien, c'est pas important. Ce qui compte, c'est que tu respectes la consigne. Moi, ça me... C'est ce qui fait que j'ai eu 7 au bac en français, et parce que j'ai fait un hors-sujet. C'est important de rester dans le sujet. Mais le problème, c'est que ça ne juge pas du tout sur ta capacité à bien écrire. Alors, c'est assez dingue, parce que moi, j'ai eu 20 à l'oral en français au bac et 16 à l'écrit. Wow. Et je suis une brêle en écriture aujourd'hui, et toi, tu es coach en écriture. Donc voilà. C'est pour dire que tout est possible. Pour ceux qui nous écoutent. Voilà, si vous avez vraiment bonne note ne vous définisse pas. Mais moi, j'étais très mauvaise à l'école, pas du tout intellectuellement. J'ai toujours été très en avance, mais j'étais pas faite pour le système scolaire. Et j'étais toujours notée sur des critères. Par exemple, ça m'est arrivé d'avoir 0 parce que j'avais la bonne réponse, mais j'avais pas expliqué comment je l'avais trouvée. Et je voulais dire au prof, mais je vois pas pourquoi j'expliquerais parce que je l'ai trouvé tout de suite. Et il me disait, non, mais ça fonctionne pas, c'est 0, tu vois. Vous avez forcément triché. Ce que je n'ai jamais triché de ma vie. Jamais. Même pas une fois, en fait. Et donc ouais, j'ai pas aimé, j'ai toujours aimé lire et j'ai toujours aimé écrire, mais l'école m'a pas fait aimer l'écriture. Donc j'ai fait des études scientifiques, de biologie, je fais une école d'ingénieur, et comme je voulais pas rester dans les sciences et que je trouvais que le marketing était vraiment hyper intéressant, je voulais bosser dans plutôt le domaine de la food, de la nutrition, mais sur le développement de produits, l'innovation. Je suis partie faire un MBA en marketing au Québec. En plus, j'ai passé mon bac à 16 ans et demi, donc je suis sortie d'école d'ingé. Je n'étais pas du tout prête pour bosser en mode adulte. Donc je me suis dit, faut que je trouve un truc. Bon, allez, je fais des études en plus, quoi. C'était vraiment ça. J'ai absolument adoré ces études-là. Et quand je suis rentrée en France, c'était la crise totale en 2009, crise économique. Pas de boulot, quoi. Encore moins en marketing. Et là, je me suis dit, ok, encore un choix radical. Je vais faire un truc pas corrélé au business, pas corrélé à l'actualité. Et je suis rentrée dans l'armée pendant 18 mois. L'armée de l'air. Et en com, il me semble, c'est ça? Non, je pense que si c'était en com, j'y serais peut-être restée. Mais là, en fait, tu es officier sous contrat, tu postules pour un poste. Et ensuite, tu es prise pour ce poste-là. Et moi, j'avais pris un poste scientifique parce que j'avais ce parcours-là. J'ai eu des résultats excellents en formation militaire. J'étais la première femme sur toute une section pour la formation initiale. Et ensuite, la formation générale, j'étais la première femme, mais j'étais la 3e au classement général. Et j'ai su après que les formateurs, dont une femme très connue qui prend la parole sur LinkedIn en ce moment, qui est une ancienne pilote de la patrouille de France, qui était la commandante de la section, j'ai appris après coup qu'elle avait vraiment croisé les doigts pour que je sois la première femme à être première du classement. Mais je me suis fait dépasser par 2 mecs avec le sport. Tout ça pour dire que quand je suis sortie de l'armée, je me suis dit, mais c'est pas possible en fait, je me sens bien nulle part. Et je me suis sentie hyper mal à l'armée. Genre, erreur totale d'orientation. Qu'est-ce qui bloquait? C'était le cadre, le côté un peu strict En fait, il faut un temps fou pour monter les échelons. Ouais, ok. Donc si t'as un certain talent, mais que t'as pas le grade,
Moi, on m'a dit, il faut que tu attendes 10 ans pour avoir le poste qui correspond à ton potentiel, quoi. Et enfin, il y a des choses que je peux pas raconter, parce qu'il y a des choses qui sont passées sous les radars et qui sont presque encore confidentielles. Mais on m'a bien fait comprendre qu'il fallait que je parte pour que je survive, quoi. Et donc, je suis partie. En plus, j'ose quand même le dire, même si ça va déplaire, mais étant une femme, c'est pas toujours facile. C'est pas facile d'être une femme et d'être intelligente et de vouloir la liberté. Dans la vie en général. Mais alors, à l'armée... Peut-être que l'armée de l'air, bon après je parle avec mes propres a priori, mais c'est peut-être la moins pire des armées, sur le côté c'est t'es en une théorie. femme. En théorie, parce qu'il y a plus de femmes dans l'armée de l'air. Ouais. En pratique, je sais pas. Moi, j'ai été très déçue par les gens qui m'ont entourée, les officiers subalternes. J'ai vu des gens très bien dans les officiers supérieurs, mais il y a quand même il y a des personnes super, mais je suis pas très bien tombée. Le boulot que je faisais n'était pas du tout fait pour moi. Tu faisais pas de marketing alors? Non, zéro, c'était ultra technique. Donc t'as quitté un truc qui te plaisait et qui te faisait un peu vibrer. Tu t'es dit, ok, ça match, j'aime, je me plais, et t'es parti dans l'armée. Parce qu'il n'y avait pas de boulot dans le marketing, comme souvent quand il y a des crises. Et je me suis dit, ok, j'adore le sport, j'adore réfléchir. Là, on me propose de faire du sport et de réfléchir. Et en plus d'être dans une institution, je suis assez patriote quand même. Donc, je suis très sensible à l'hymne français, au drapeau. J'ai vécu aux États-Unis où on plante le drapeau américain. On ne va jamais te dire que t'es facho avec ton drapeau. Tu vois, en France, les gens, ils ont honte de leur drapeau. Moi, je trouve que c'est une honte d'avoir honte de son drapeau. Et j'ai toujours été... moi, j'ai vécu des moments inoubliables à chanter la Marseillaise devant un drapeau. J'en ai eu des émotions folles, quoi. En treillis ou en tenue. J'ai vécu des moments extraordinaires à l'armée. Mais j'ai aussi eu un déclic. Je me suis dit... En fait, je crois que j'ai réalisé à l'armée que j'étais hyper créative. J'ai ouvert les yeux là-dessus. J'étais au bord de la dépression. J'étais hyper mal. Et je me suis dit, il faut que tu arrêtes de vouloir, sous prétexte que tu réfléchis vite et que tu as fait des études scientifiques, de vouloir faire un truc, tu sais, qui rentre dans un certain cadre. Ta puissance, elle est créative. Et ça, la créativité, c'est pas mettre des couleurs qui vont bien ensemble, c'est réinventer les choses. Ça se manifeste comment pour toi, ce côté un peu créativité? T'avais déjà des choses petites où tu vois, t'aimais, je sais pas, peindre, faire des choses un peu manuelles, ou c'est une expression complètement différente? C'est bien plus que ça, c'est la capacité à faire les choses d'une manière que d'autres ne vont pas la faire, quoi. Arriver à mettre en place un process complètement inédit, faire un truc beaucoup plus vite, complètement différemment, prendre d'autres angles, en fait. Et d'ailleurs, ce que je fais aujourd'hui sur LinkedIn, c'est complètement créatif, parce que être obsédé par l'écriture sur un média qui prône le copywriting, les IA et les templates, c'est assez créatif. C'est original, créatif, et c'est essentiel en même temps, tu vois. Si ça marchait pas, je le ferais pas. Audacieux aussi. Ouais, c'est audacieux. Mais je suis pas suicidaire non plus, tu vois. Je ferais pas un truc qui n'a aucun sens. Tu sens que c'est pas possible. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a vraiment un besoin. Mais donc c'est pour te répondre à ta question de tout à l'heure, c'est en arrivant à ce stade-là, en sortant de l'armée, je me suis dit, il y a deux choses que j'ai envie de faire là, pour pas sombrer, c'est courir et écrire. Et je me suis mise à raconter sur Facebook mes compètes, mes courses, mes entraînements, mes produits. Et ça a tellement plu que j'ai créé un nom de blog. J'ai toujours aimé créer des noms qui soient pas le mien. J'avais beaucoup d'amies blogueuses qui nommaient leur blog par leur prénom. Moi, j'ai toujours trouvé ça hyper égocentrique de faire ça. Et j'ai toujours voulu créer une marque à côté de moi. Donc j'ai créé un blog qui s'appelait Hot Steppers, comme la chanson. Donc j'ai déposé la marque à l'INPI, j'ai créé le blog, j'ai créé les réseaux, et ça a cartonné. Et j'avais déjà un angle très original, parce que la plupart des blogueurs, les mecs, c'était beaucoup des tests produits techniques, comment faire des fractionnés, comment améliorer son cardio, comment faire du fartlek, l'endurance fondamentale, des trucs hyper tech au niveau sportif. Les nanas, c'est très inspirationnel, influence, j'exagère à peine, pardon les filles, mais ça c'est mon nouveau maillot, mes nouvelles shoes et tout ça. Et moi, j'étais au milieu et j'avais autant de lecteurs femmes que de lecteurs hommes. Je racontais mes courses comme des histoires. Il y a des gens qui se sont mis au running en lisant mes courses parce qu'ils se sont dit « je veux vivre ces histoires-là ». C'est déjà du storytelling. Et je racontais mes tests produits aussi comme une histoire, en fait. Et je me suis dit à ce moment-là, j'ai commencé à interviewer des athlètes et tout, j'ai adoré ça. Et j'ai été repérée par un groupe américain de sport qui m'avait invité à un événement presse, et ils m'ont recrutée comme social media manager de leur marque, dont Ultra Running, dont tu as parlé en intro. Et en fait, j'ai fait beaucoup plus que du social media management, quoi. Oui, parce qu'au final, là, c'était plus éloigné de l'écriture. En prenant ce rôle-là, il n'y avait pas un côté j'écris directement, c'était du... En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que a priori, ça ne l'est pas, mais en fait, ça l'est énormément. C'est-à-dire que j'écrivais tous les contenus organiques,
la marque n'existait pas en France, donc j'ai contribué au lancement aussi. Pas seule, mais j'ai beaucoup contribué. Donc j'ai contribué à transposer sa voix américaine en français, ce qui n'était pas juste une histoire de traduction. J'ai recruté des ambassadeurs, je les ai formés, j'ai recruté des athlètes, j'ai signé des contrats de sponsoring. Et donc, j'écrivais le contenu organique, toutes les ads, j'ai aidé énormément l'équipe web pour la copie web, je relisais tous les communiqués de presse de ma collègue ORP, et j'avais la plume, en fait, de tout le monde, tout le temps. Et je suis partie de cette boîte au bout de 5 ans, d'une, parce que l'endométriose commençait à prendre de la place, que ça devenait très difficile pour moi de continuer à être salariée. De deux, parce que j'étais entourée par des gens extrêmement intolérants qui pensaient que je simulais complètement. Et ça a été atroce pour moi, de me dire, mais après ce que j'ai donné à cette boîte, comment est-ce qu'ils peuvent ne pas me croire, quoi. Pourquoi je passerais mon temps à faire semblant, en fait. Y compris des gens très proches, donc ça a été très, très difficile. Et troisième chose, je me suis dit, j'ai été recrutée pour faire du social media, et je suis la plume de l'ombre de absolument tout le monde, à tous les niveaux, et j'ai pas un job, j'en ai 5. Et donc j'ai décidé de maintenant me détacher de ce milieu de l'entreprise qui estime ce qui a de la valeur et ce qui n'en a pas, pour revenir à un système où c'est moi qui décide ce qui a de la valeur, et la valeur, elle est aussi validée par ce que je vends. Et donc si j'arrive à vendre des prestations d'écriture, plus personne pourra me dire ouais, mais c'est rien d'écrire la copie du web, non mais c'est rien de faire une pub en plus. T'as prouvé ton marché d'une certaine manière, quoi. J'ai prouvé la valeur de l'écriture qui n'est pas un bonus, en fait. C'est pas tu fais du social media et en plus t'écris bien. Non, c'est pas en plus j'écris bien, c'est essentiel l'écriture dans une entreprise. Quand tu discutes avec une équipe SAV, que tu expliques comment répondre aux clients, la manière dont ils répondent, ça change la manière dont le client perçoit la marque. Tu peux le faire passer de « je vous hais pour ce problème » à « ok, ça va et je vous mets 5 étoiles ». L'expression, elle est partout, en fait. Partout. Elle est en interne, elle est en externe, elle est pour les pubs, pour l'organique, elle est dans la voix de la marque, elle est dans la relation avec les ambassadeurs. Et tu peux pas dire « non, mais tu fais du marketing ». Non, je fais de l'écriture et de l'éditorial qui sert le marketing, tout le temps. Et donc, cette valeur-là de l'écriture, je vais prouver au monde entier, mais en tout cas aux détracteurs de l'écriture, que ça suffit pour avoir la valeur tout seul, en fait. Voilà. Ok. Et alors, tu as dit beaucoup de choses, je vais essayer de rebondir sur quelques trucs. Quand tu es chez Altra Running, est-ce que tu as déjà ton style, enfin, tu as beaucoup écrit sur ton blog, etc. Est-ce que tu sens que tu commences à développer un style ? Ça, c'est ma première question. Et ensuite, comment tu fais quand tu travailles pour une marque pour traduire les valeurs de la marque en quelque chose sans imprégner trop de toi, tu vois ? Est-ce que tu arrives à faire la différence entre ce qu'est la marque et ce que toi t'es et à faire la part des choses, ou est-ce que tout ça, c'est finalement tu vois, une zone grise permanente que tu dois naviguer C'est une très bonne question. Et est-ce que j'avais déjà mon style ? Oui. Il a quand même beaucoup changé dans le sens où je pense que j'avais une écriture plus littéraire avant. Mais c'était pas forcément mieux, parce que je peux toujours l'avoir, cette écriture littéraire, si je veux. Je suis en train d'écrire un roman, j'écris pas comme sur LinkedIn, quoi. Mais j'ai su beaucoup mieux switcher. Aujourd'hui, je sais beaucoup mieux switcher, alors qu'avant, j'étais un peu monobloc partout. Maintenant, je sais très bien traduire une idée profonde, mais au format LinkedIn, de manière beaucoup plus punchy, parce qu'il y a une réalité de format. On peut pas dire non, mais moi, je m'en fous des codes. Non, mais c'est une question de canal, en fait. Tu peux pas passer à côté de ça. Donc, j'avais mon style, mais il s'est quand même vachement affûté. Je pense que il y a pas mal de gens aussi qui m'ont dit qu'ils ressentaient beaucoup plus d'aplomb et de confiance aussi. Donc ça, je pense que c'est une vérité. J'ai aussi réécouté des vocaux que j'avais fait il y a longtemps, et je trouve que ma voix a vachement changé. En fait, la voix écrite et la voix orale. Ta voix, ton timbre carrément. Ma manière de parler. Ta manière de parler, C'est évident que l'écriture, c'est très vivant, donc ça vit avec toi, c'est sûr. Ouais. Et pour ce qui est de la marque, en fait, je suis pas ghostwriter parce que je pense que j'ai un style trop fort et que j'arriverai pas à me détacher de ce style. On peut aussi dire peut-être un ego trop important, je ne sais pas, mais j'ai du mal. En tout cas, un fort caractère. Un caractère fort que je sais, hein, et j'ai du mal à complètement changer de peau quand j'écris. Et j'aime pas trop le faire, à vrai dire. Pour une marque, c'est différent, donc pas une marque personnelle, mais une marque. Par contre, il faut que la marque, j'ai des affinités avec, tu vois. Si la marque, j'ai pas du tout d'affinité, c'est hyper dur pour moi d'écrire des choses que je ressens pas. Et Altra, c'était une vision de la... Ça l'est toujours, hein, mais c'est une marque qui a changé de groupe, qui a été rachetée et tout, mais c'était vraiment une marque complètement challenger dans le milieu du running.
il prônait une course naturelle, sans artifice, un certain type de chaussures, beaucoup plus physiologique. Il y avait quelque chose de très, très intense dans leur ADN, très audacieux aussi. Il y avait... c'était assez entier aussi, et c'était des choses que j'avais pas de mal à être, tu vois, ça me plaisait. Après, il y avait un côté très performance, très masculin, qui était moins mon truc. Mais bon, faut qu'il y ait quand même des atomes crochus entre la marque et toi. En tout cas, moi, je peux pas être complètement dissociée, quoi. Je peux pas faire ça. Et peut-être que, tu vois, j'ai l'impression aujourd'hui que, même, je vois la façon dont LinkedIn évolue, c'est-à-dire que les pages entreprises, elles sont en train de disparaître complètement. Peut-être qu'il y a ce truc où, même en tant qu'humain, tu vois, on a du mal à interagir avec un contenu page entreprise qui est une entité, tu vois, qui est absurde, qui n'est pas concrète. Bon, ok, si, il y a plein de choses qui sont concrètes vis-à-vis de cette entreprise, mais tu n'as pas un humain en face. Et le côté maintenant, on voit qu'il y a plein d'humains qui incarnent très fort, tu vois, parce qu'ils écrivent bien, parce qu'ils impulsent des choses qui sont vraiment eux, ça... C'est ce qui est en train de plus de marcher, quoi, le côté personal branding, etc. Donc, je vois quand même un glissement, tu vois, même dans la manière dont les marques communiquent, où elles vont beaucoup plus vers des humains, quitte à même faire levier sur leurs propres employés, c'est etc., clairement. que d'y communiquer directement. Hein. C'est pour ça que les ambassadeurs, les influenceurs, les athlètes, c'était déjà des piliers à l'époque, parce qu'en fait, ils ont fait un travail de fou, quoi. Eux, ils étaient tellement passionnés, les gens ne remettent pas en question la valeur d'un humain qui parle d'une marque. Mais pour ce qui est du personal branding, moi, je suis un peu mitigée, parce que je trouve qu'il y a des gens qui ont... Enfin, moi, j'ai une conception du personal branding qui est... J'utilise pas ce mot, d'ailleurs. C'est quoi le personal branding pour toi? En fait, techniquement, c'est une marque personnelle, ça s'oppose à une marque... entité morale, quoi. Comme Ultra Running, c'est une marque, c'est une entité morale, et une marque personnelle, c'est une entité physique, en fait. Donc c'est une personne, c'est pas une société, mais le problème, c'est qu'il y a tout un gradient de vérité entre les gens, selon comment... T'as des gens qui vont prendre 1% de qui ils sont, qui vont faire le focus là-dessus, et ça va être leur marque personnelle, et moi, je suis plutôt à 95%, et je garde les 5% d'intimité. Je tiens beaucoup à mon intimité, hein, c'est important de le dire, c'est pas parce que j'incarne ce que j'écris que je raconte tout, hein. Il y a plein de choses que je raconte pas, et je sais très bien ce que je raconte, c'est-à-dire que je me dis pas après coup, j'aurais jamais dû dire ça, c'est très, très réfléchi. Très. Et comment tu sélectionnes alors ça, tu vois, parce que là, moi je commence à écrire, ça fait 6 mois à peu près que j'écris, 3 mois que je suis à fond, que j'essaie vraiment de tenir une cadence, etc. Mais c'est flou en fait tout ça, tu vois, c'est très dur de ça. Déjà, c'est très dur de savoir l'image que tu renvoies aux gens, ça, de base. Très dur de capter ces signaux-là, etc. Encore plus en ligne, quand toi tu émets en permanence et que tu reçois très peu, surtout quand tu te lances. J'ai vu que tu avais fait un post sur le sujet, toi, pour justement capter ce genre de signaux, et hyper intéressant. Il faut oser demander, justement, clairement. Mais donc, en plus d'être capable de se percevoir soi-même de manière objective, bon, c'est impossible, mais de la plus objective possible, et du coup de sélectionner là-dedans ce que tu as envie de renvoyer aux autres, tu vois, moi j'ai l'impression d'être à des kilomètres, d'être en mesure de faire ça, et tu vois, d'avoir ce contrôle-là de mon image, quoi. Je sais pas si je sélectionne ce que je veux renvoyer aux autres, parce que je maîtrise pas ce que les autres perçoivent de moi, complètement. Il y a toujours des gens qui vont se tromper. Il y a des gens qui pensent que je suis complètement ultra exigeante, genre psychorigide, ce qui est pas du tout vrai. J'ai une exigence, mais psychorigide pas du tout. Et t'as des gens qui vont penser, tu vois, les gens, comment dire, un peu perchés, un peu hypersensible, mais dans le côté parfois un peu ésotérique, et je suis pas du tout comme ça, quoi. Ah oui, c'est pas du tout ce que tu me renvoies, moi, en tout cas. En tout cas, c'est pas du tout moi. Il y a des gens qui vont se dire, oh, elle est pareille, machin. Et non, mais moi, je suis pas du tout dans des trucs perchés. Alors, je suis très spirituelle, mais je suis pas du tout perchée, je suis très pragmatique. Et donc, les gens aussi, ils aiment bien voir en toi ce qu'ils ont en eux, et pour eux, c'est une manière de faire un lien. Il y a une phrase que je déteste, c'est quand on me dit, ah non, mais toi et moi, on est pareil. À chaque fois que la personne me dit ça, en général, c'est archi fou. Et du coup, déjà, je déteste qu'on me dise ça. Et ensuite c'est souvent très faux. Et donc en fait, l'image que les gens ont de toi, c'est pas la peine de te poser la question. La question à te poser, c'est quelle est ma vérité, quoi. Quand j'écris quelque chose, est-ce que ça sonne comme moi? Est-ce que quand je me relis à voix haute, je m'entends? Ou est-ce qu'il y a un truc qui me dérange? Et ça, c'est la relation que tu as avec toi-même. C'est-à-dire, est-ce que tu es capable de te mentir et de te travestir, ou est-ce que tu détestes ne pas être toi-même? Moi, je suis capable de ne pas être moi-même, mais je déteste quand ça arrive. Et quand je me lis et que je me dis, ça c'est un peu trop sassy, ça c'est un peu trop bitchy, là tu pousses un coup de gueule, mais c'est plus
que ce que tu penses vraiment. Ouais. Ou là, tu fais genre, non, mais il n'y a pas de problème, j'aime tout le monde, machin, alors que c'est un peu faux cul parce que dans le fond, tu as un avis plus tranché que ça. Bah, moi-même, je me modifie. Mais... C'est un travail d'honnêteté avec soi-même. Totalement, c'est ça, c'est 100% ça. Les gens, ce qu'ils pensent, tu peux pas... Tu peux pas maîtriser, mais toi, l'honnêteté de toi-même, c'est la règle numéro 1. Tu veux ne jamais regretter ce que tu as écrit. C'est ça la règle. Ouais, pas facile. Non, et c'est pour ça que ça prend du temps. Ouais. C'est pour ça que ça prend du temps, et c'est pour ça qu'un template ne t'aidera jamais à cheminer, parce qu'un template va court-circuiter ce processus qui est tellement important. Et quand je te disais ma voix a changé, mais c'est parce que l'écriture, ça modifie la personne en entier, en fait. Ouais. C'est un vecteur, c'est un outil de développement, c'est l'outil de développement personnel pour moi ultime, quoi. Ultime. Quand tu crées une connexion entre ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu vois et ce que tu communiques aux autres, bah, je veux dire, c'est une arme folle, quoi, en fait. Tu as une puissance folle pour un entrepreneur qui a une vision et qui n'est pas capable de la mettre à l'écrit sans utiliser un template. Il y a un problème dans sa vision, quoi. Tu vois complètement. C'est ça le truc. Mais en plus, il y a une feedback loop, quoi. C'est-à-dire qu'il y a ce que tu penses initialement, il y a la manière dont ça va sortir de ta bouche ou à l'écrit, il y a la manière dont les gens vont le percevoir, il y a la manière dont ils vont les interpréter. Donc en fait, c'est une théorie ça dont j'ai oublié le nom, mais du coup, tu as je ne sais pas combien de filtres, mais en plus, quand il y a quelque chose qui va sortir, que tu vas le mettre à l'écrit, le fait de te dire que ça ne sonne pas exactement pareil, tu vas revenir dessus et ça va améliorer ta pensée de base ou ça va l'affiner et tu fais des allers-retours en permanence, quoi. J'écris pas pour dire ce que je pense, mais pour savoir ce que je pense. Ok. Cette phrase, elle est géniale. Alors évidemment, j'écris pour dire ce que je pense, mais en écrivant, je sais aussi ce que je pense. Je me rends compte. J'ai eu des moments de... Vraiment, j'ai été sauvée par l'écriture, où il y a des trucs, une fois que je les ai écrits, j'ai connected the dots, mais comme jamais, quoi. Et parfois, j'ai même pas publié. C'est une puissance folle. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je suis pas kamikaze à vouloir absolument vendre de la littérature à des gens qui veulent faire du business. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est si t'es entrepreneur et que tu veux faire du business, mets du sens, mets de la cohérence, mets de la continuité et mets de l'incarnation dans ce que tu fais. On n'a plus le temps pour faire des business qui sont désincarnés, qui produisent, qui proposent des nouveautés qui servent absolument à rien, voire qui sont délétères. On a besoin de gens qui créent des choses géniales pour améliorer le monde, quoi. Et pour ça, si tu mets pas de toi-même, et si l'écriture c'est du temps perdu, et si tu dis vite, je prends un template ou une IA parce que j'ai pas le temps, je suis désolée, mais tu comprends pas la valeur de l'écriture et tu passes à côté de quelque chose d'énorme, quoi. Tu utilises, toi, de l'écriture du coup de manière quotidienne, régulière dans ta vie perso, du journaling par exemple? Très peu ça en fait, à vrai dire. J'avoue que je suis très... Tu utilises un peu Substack et LinkedIn en mode j'ai une idée et j'utilise tout de suite ça pour la communiquer, la travailler, la communiquer derrière, quoi. Ouais, par contre, là récemment, je me suis auto-briefée là. Je me suis dit, ok, j'ai revu ma newsletter, Salut une éditoriale, je trouvais que je publiais trop de choses différentes, ça me plaisait pas. Je pense souvent aux émissions comme The Voice que j'aime beaucoup regarder. J'aime bien les émissions un peu artistiques comme ça, avec grand public, ça me détend. Et j'adore parce que les coachs disent souvent des trucs intéressants et il y en a, ils leur disent tu chantes hyper bien, mais tu m'as fait une démo vocale de 150 trucs. Et moi, j'ai pas vu d'axe en fait. Et là, je me suis dit, Marie, tu fais une démo éditoriale, mais on n'est pas là pour faire une démo éditoriale. Parce que du coup, tu attires des gens très différents. Il y en a, quand tu parles de littérature, ils supportent pas. Il y en a, quand tu parles de marketing, ils supportent pas. En fait, je suis pas là pour contenter tout le monde. Et donc, j'ai hyper réduit, j'ai choisi un axe. Et sur LinkedIn aussi, je me suis remis une règle. Je me suis dit, je sais pas si ça va durer, mais en tout cas, c'est le test du moment. Je me suis dit, tu écris pas plus d'une fois par jour. Et tu fais plus d'efforts sur chaque post, que j'écris très très vite. Et je me suis dit, tu es capable de faire des trucs de vraiment haut niveau et accepte le haut niveau, assume le haut niveau. Parce qu'on a tendance à dire... En France, on a tendance à avoir honte de faire des choses de haut niveau. Tu sais, même le dire, je suis sûre qu'il y a des gens qui doivent se dire, non mais elle se prend pour qui celle-là? Sachez que je m'en fous. Ce que vous pensez. Mais en fait, on a besoin de gens de haut niveau. Moi, j'ai vu des athlètes de haut niveau, j'ai vu des scientifiques de haut niveau, j'ai eu des gens de haut niveau dans mon entourage. C'est souvent des gens humbles. Et ensuite, on a besoin de gens de haut niveau pour nous tirer vers le haut. On n'en peut plus de la médiocrité, en fait. Donc, il y a un côté... Non, mais j'ai peur d'écrire trop... Mais c'est pas écrire trop bien, c'est pas ça le mot, mais... d'amener une idée trop puissante ou de faire trop réfléchir les gens. En fait, si c'est clair, si tu l'amènes bien, ose, assume la valeur du truc, quoi. Moi, j'aurais peur, tu vois, parce que je me suis dit ça, à un moment donné, je me suis dit... Enfin, j'oscille en permanence entre tu mets trop longtemps à écrire tes posts et tu faut que tu sois plus efficace et tu passes pas assez de temps pour tes posts pour qu'ils soient justement plus clairs, plus affinés. Et il y a le côté, sur le côté plus de temps, moi, ça se traduit souvent en plus de sophistication inutile. Tu vois, c'est fréquent, ça.
c'est là où j'ai du mal à mettre le... Enfin, après, il faut savoir où mettre l'effort et comment, et appuyer sur le bon levier, quoi. J'ai des clients assez récemment qui avaient ce travers-là. Elles me sortaient une première version bien. En fait, moi, je travaille en 3 versions dans mes coachings, toujours. Une par jour, du mardi au jeudi. C'est comme ça que ça se passe. Et je fais beaucoup de corrections, mais c'est pas forcément... C'est bien, c'est pas bien, c'est des conseils. Donc, je fais beaucoup de feedback, je donne beaucoup de feedback. Et à chaque fois qu'elle remodelait sa version, elle était plus compliquée que la précédente. Et je disais, tu dois aller vers la simplification, pas vers la complexification. Donc c'est vrai que certaines fois, moi je me relis, mais je retravaille quasiment pas mes posts. Par contre, là où il faut investir le temps, parce que c'était ce que tu disais, et ça les gens ne le font pas, c'est la ligne éditoriale de départ, c'est-à-dire, c'est pas je pense à un truc et je le poste, c'est comment je structure mes prises de parole, de quoi j'ai envie de parler, pourquoi et tout ça. Et ensuite, c'est le temps que tu mets à développer des idées fortes, en fait. Et le temps que tu mets à traduire ces idées fortes en texte simple. Mais le retravail du texte ne doit aller que dans le sens de la compréhension d'une idée forte. Je vois. Tu vois ? Et c'est ça, si tu arrives à avoir des idées fortes, les gens vont se rappeler de toi. Mais si tu as des idées fortes et que tu les dis de manière complexe, les gens vont pas se rappeler de toi. Donc le travail, il est là. Et c'est dur, je trouve, ça aussi, tu vois, de réussir à comprendre ce que c'est une idée forte. Et parce que moi, là, en ce moment, je suis en train de faire un énorme tri, justement, dans la façon dont je consomme du contenu. Parce que je trouve que je consomme beaucoup de contenu court qui, du coup, aussi influe sur ma pensée. Parce que forcément, ce que tu lis et ce que tu sors, je snack pas mal. Et du coup, tu es aussi, justement, impacté par parfois la médiocrité ambiante qu'il peut y avoir sur les réseaux. Et bah, en fait, les idées que tu as, c'est des idées que tu as déjà vues partout, qui résonnent peut-être un peu avec ton expérience, mais bon, même si tu mets une personal stories dessus, bah ok, mais l'idée, on l'a vue 15 fois, donc tu vois. Donc c'est dur aussi de se dire comment j'ai des idées fortes, tu vois. Moi, je suis en train de me dire qu'est-ce qu'il faut que je vive les choses différemment, qu'est-ce qu'il faut que je consomme du contenu différemment. Moi, je pense que... Alors déjà, consommer du contenu, ça me fait horreur, cette phrase, parce que moi, le contenu, je le consomme pas, tu vois, je le choisis. Et dans ma vie, j'essaie de consommer le moins possible. Obligé de consommer des choses, mais déjà, je dis jamais je produis un texte, ça me fait horreur de dire ça. Je ne produis pas un texte, j'écris, je crée un texte, mais je produis pas, je suis pas une machine, tu vois. Jamais tu me verras dire alors j'ai produit 30 textes en 10 minutes grâce à mon IA, je suis trop fière de moi. Non. D'ailleurs, voici le master prompt. Bah, voilà, c'est ça. Parce que le jour où tu publies ça, c'est que je t'appelle direct. C'est ça, quelqu'un a pris possession de ton compte. C'est ça, c'est une horreur. Donc, ce que tu disais sur vivre différemment, je crois que la clé est là. Moi, j'ai vécu des trucs tellement difficiles ces dernières années, tellement intenses, que ça a modelé ma façon de voir le monde. J'ai toujours eu beaucoup de profondeur, de réflexion. J'ai pas été transformée absolument, mais ça a renforcé les choses. Et aujourd'hui, je sais que je suis capable d'aller chercher dans le quotidien des trucs que les gens ne voient même pas. Tu vois, quand j'ai raconté des histoires quand j'étais à Bordeaux pour mon opération, tout ce que j'ai raconté, c'est archi vrai, c'est 100% vrai. Mais souvent mes proches me disent mais comment ça peut t'arriver des trucs comme ça tout le temps. En fait, je provoque dans le quotidien des étincelles assez souvent et ensuite il faut savoir les raconter, mais c'est pas il faut que je raconte un truc. Qu'est-ce que je veux dire, ça émane de mon quotidien, de mes lectures, de mes rencontres, de mes ressentis, de mes conflits intérieurs, de mes découvertes. Donc c'est forcément très incarné puisque ça vient de moi. Je fabrique rien en fait, tu vois. Et en effet, tu es une des créatrices que je connais qui a ce don de raconter l'anecdote, en fait, ou la métaphore filée ultra longue qui va du coup te catcher, qui est agréable à lire et tu as envie d'aller jusqu'au bout du post, quoi. Et c'est aussi des petits bouts de vie, et c'est pour ça que d'ailleurs, ces posts-là, en fait, je m'en rappelle, tu vois, je pourrais te les ressortir, celui où tu as l'accident sur le parking de la clinique, la Mercedes. Celui-là, on me l'a bien sorti. C'est génial, tu vois, cette capacité à tourner aussi le quotidien en histoire, tout en restant vrai et authentique et en brodant pas, parce que quand tu écris, je pense que tu as eu 1000 fois le truc, mais moi parfois je fais cet exercice-là, ça va vite en fait de mettre une phrase, en fait c'est pas tout à fait ça, tu vois, tu glisses un peu ce côté honnêteté avec toi-même et ce que tu écris, c'est une rigueur vraiment de chaque instant quoi, quand tu écris. Ouais, et puis il y a quelque chose de très physique, comme je peux pas faire de sport comme j'aimerais. J'ai toujours été très physique. Mais j'ai toujours, tu vois, j'ai fait beaucoup de danse. Quand j'étais en école d'ingénieur, je mixais. Donc je mixais de la tech house. J'étais une des rares filles à le faire. Et donc j'ai toujours eu un sens du rythme très fort. Et quand j'écris, j'entends en même temps que j'écris, en fait. Ce qui fait que la notion de variation de rythme, le fait que ça s'éternise pas, ou que les gens me disent souvent je te le dis jusqu'au bout, alors que c'est long.
c'est très senti, en fait. C'est pas calculé, c'est senti, parce que me suis beaucoup entraînée. Mais tu vois, je sens tout de suite une longueur, ou quand c'est trop court, trop longtemps, c'est abusé, ou tu vois. Et j'essaie de créer j'avais écrit ça dans mon premier livre, jouer avec les variations, c'est ça, l'écriture, ce sont des variations, quoi. Tu peux pas faire court, ou long, c'est une respiration, quoi. Paul Graham qui disait write music. C'est ça, exactement. C'est vraiment ça. Les longueurs, les sonorités pour que ça soit agréable, quoi. Et ça se ressent, ça se sent, ça se s'entend. Et du coup, je le redis à chaque fois, mais ça se travaille. On peut pas gagner en musicalité, en intensité, en incarnation, en impact, si on va toujours chercher les raccourcis, c'est pas possible. Rien dans la vie ne fonctionne comme ça. Ah bah, complètement. Ça, c'est totalement ma philosophie. Ok, génial. Est-ce que ta relation, pour faire la transition avec le thème que je vais aborder après, qui est écrire à l'ère de l'IA, est-ce que toi, ta relation à l'écriture a changé, évolué avec l'arrivée des IA? Est-ce que tu les as intégrés d'une certaine manière, ou est-ce que tu les repousses, tu vois, en bloc en disant comment tu t'axes autour de ça? Alors moi, je suis pas du tout dogmatique, je le répète souvent et je te l'ai dit tout à l'heure, donc je repoussais en bloc, à moins que ce soit quelque chose de vraiment éthiquement insupportable pour moi, parce que là j'estime qu'il faut savoir dire non complètement, entièrement parfois. Mais les IA, non, je les rejette pas du tout en bloc. J'ai toujours été dans les early adopters d'à peu près tout, curieuse et tout. Donc moi, le dernier truc que je veux, c'est me dire oh là là ces IA, oh là là le monde c'est plus comme avant, horrible, tu vois, d'être comme ça. Donc forcément, même si un truc je l'aime pas, je vais chercher à le comprendre, toujours. Tu peux pas critiquer ce que tu connais pas. Facebook, j'ai quitté Meta, j'ai fini par haïr Facebook, mais j'ai connu Facebook comme personne, en fait. Et donc les IA, j'ai pris une formation pour essayer de comprendre, et aujourd'hui j'utilise ChatGPT tous les jours en mode vocal, et en fait ce que je fais, alors pour écrire jamais, parce que de toute manière c'est tellement nul en fait que déjà la manière dont ChatGPT me parle en essayant de mimer ma façon d'être, je trouve ça tellement ridicule. J'ai envie de dire mais arrête, c'est de me plaire, t'es cringe à mort. Je parle pas comme ça en plus. C'est tellement ridicule. À chaque fois que t'envoies le moindre post, c'est un mode super angle, super post. Ouais, c'est ça. Oh, extraordinaire. Cette autorité douce. Pourquoi tu parles d'autorité douce à chaque fois avec des oxymores de merde, là, ou tes métaphores pourries? On dirait une vague sur les rives normandes. Mais ta gueule. Bien-en vous faites. Et donc j'utilise pas pour écrire, ça me saoule. Mais grave, genre, c'est vraiment, même ça me met sur les nerfs. Par contre, ce que je fais pas mal, c'est je fais pas mal de vocaux quand je marche. Rien que pour avoir le transcript, parce que j'ai beaucoup d'idées quand je bouge, en fait, et je n'ai pas des idées devant un écran. Ça, c'est clair. Et du coup, à partir du transcript, parfois, je lui demande de me faire des synthèses ou de tirer des idées. En fait, j'ai pas mal d'échanges sur des sujets, parfois de brainstorm ou de stratégie, mais jamais d'écriture, jamais. Plutôt business, même pas trop ligne éditoriale, tout ça, tu... j'ai essayé, je vais là pour le prochain challenge de la Blitz Arena, j'ai une offre avec une ligne éditoriale, et il y a une partie assistée par IA, et après toute une partie où moi je reviens dessus, donc si, je peux l'envisager, mais je trouve que c'est intéressant pour de la stratégie parfois, mais si t'as pas un esprit critique solide, t'es mal barré en fait. Parce que dans le lot, il y a plein de trucs achetés. Et il faut savoir voir le truc à prendre dans tout le truc acheté. Et pour ça, si tu sais pas où tu vas, et que tu dis, comme certains, l'IA a trouvé que mon post était bien. Non mais en fait, l'IA, tu peux pas me dire ça, l'IA elle a pas d'avis. L'IA, c'est une somme de probabilités à partir d'une moyenne de données, et c'est pas un avis, tu peux pas se considérer comme ayant un avis inférieur à celui d'une machine, c'est pas possible. Mais d'ailleurs, tu as fait un super post là-dessus avec trois plumes sur LinkedIn que tu apprécies, qui ont fait des cartons et que tu les as donnés à l'IA et qui a défoncé les posts. C'est ça. J'étais trop contente. Je me suis dit, vas-y, continue à dire des trucs merdiques. Je te dis, ça va me faire un bon post, ça. Continue à dire, machin, ça marchera jamais, c'est trop perché. Voilà, continue. N'importe quoi, tu sais, genre les phrases sont trop longues, c'est trop rédigé, mais à partir de quoi tu juges, en fait? En fait, ma conviction, c'est que, tu vois, c'est hyper dangereux de commencer à utiliser l'IA pour lui demander de faire un truc que tu sais pas faire, parce qu'il vaut mieux apprendre à faire d'abord, pour derrière avoir l'esprit critique plutôt que, et ça marche sur tous les sujets. Tu vois, avant, j'étais expert en cybersécurité plutôt, et parfois je posais des questions pointues. Quelqu'un qui pose la même question, qui a aucun background, va penser que l'IA lui livre la messe, en fait, quoi. Alors que quand tu regardes avec ton œil d'expert, tu te dis mais n'importe quoi, 90% du truc est à côté, quoi. Donc, Et il faut toujours lui donner un référentiel à l'IA. C'est-à-dire, si tu lui poses une question brute, est-ce que tu aimes bien mon post, c'est vraiment hyper...
au moins des golden rules. C'est ça, oui, par rapport à telle exigence, tel objectif, en suivant telle méthode, à la limite. Mais si t'as pas de référentiel et que tu comptes sur l'IA pour avoir un jugement divin, t'es vraiment mal barré, quoi. Je parle même pas des questions sur la santé ou des questions psychologiques, parce que l'IA est beaucoup utilisée pour la psycho. Moi, j'ai déjà fait des tests psycho avec. Je lui ai demandé d'analyser des conversations pour me faire le profiling de chaque personne dans la conversation. Évidemment, je connaissais la réalité, enfin, j'avais ma propre perception. J'ai trouvé que c'était complètement fou, parce qu'à partir de mots, de pauses et tout, l'IA me sortait des trucs dingos, quoi. Je trouvais ça génial. Mais il faut se méfier, quoi. C'est pas tout le temps le cas, quoi. Du coup, c'est dangereux. Je trouvais ça dingue, parce que moi, j'avais déjà beaucoup analysé les choses, tu vois. Mais le jugement ultime, il vient de toi. Et d'ailleurs, le premier jet doit venir de toi aussi. Ça, c'est une règle en écriture, c'est si t'as besoin que l'IA t'aide à peaufiner, une première chose, donne-lui un référentiel. Et deuxième chose, fais toujours le premier jet toi-même, quoi. Si tu demandes à l'IA de faire le premier jet, t'es foutu, quoi. Tu t'as perdu la main, en fait. Enfin, l'IA générative, parce que faut préciser quand même. C'est quoi les choses qui t'énervent en général dans la vie? J'ai noté les gourous de LinkedIn, les vampires de LinkedIn. Oh là là. Les choses qui m'énervent, j'ai horreur du mensonge, mais vraiment j'ai une horreur du mensonge. Je supporte pas ça. Je préfère quelqu'un qui m'avoue un truc horrible, mais le mensonge c'est viscéral. Je déteste aussi la lâcheté, je déteste les gens qui n'assument pas, qui s'inventent tout le temps des histoires pour justifier leur manque de courage. Et moi, c'est une de mes valeurs principales. J'ai été élevée par des personnes courageuses. Moi, je pense être quelqu'un de très courageux aussi. Je sais de quoi je suis capable. Je sais que je suis capable de vraiment pas râler pour des trucs très durs. Quand je vois des gens, des coups de gueule, c'est des vrais coups de gueule. Alors. C'est ça. Et je fais attention à ce que je dis. Alors, je sais qu'il y a des gens qui s'appelaient pas parce que ça les renvoie à leur propre parfois carence. Je sais. Qui se disent moi, j'ai pas réussi à faire ça, donc elle m'emmerde, quoi. Je conçois. Et donc, je sais que tu vas me poser la question, mais quand les gens, sur le sujet des gens qui ne like pas alors qu'ils te lisent depuis 3 ans, et qui me disent non, mais c'est parce que j'ose pas. Non, mais tu m'emmerdes en fait. C'est de la lâcheté folle en fait. Tu consommes ce que j'écris et tu t'en nourris et t'as même pas 2 minutes pour commenter, genre merci pour ce post. Moi, je juge pas les commentaires. Il y a des gens, ils m'écrivent parfois avec des fautes d'orthographe, genre mais je me demande si c'est une blague. En fait, non, je me rends compte que c'est pas une blague, mais tu vois, je vais jamais défoncer quelqu'un en public pour quelque chose comme ça. Bien sûr. Donc c'est pas quand certaines personnes me voient comme exigeante, je suis très bienveillante, mes clients vont tous te le dire. Je suis très exigeante dans le sens où j'aspire à beaucoup pour eux. Je crois en eux, en fait. Donc je suis exigeante et bienveillante parce que je ne mets jamais quelqu'un à terre qui fait des erreurs, quoi. Mais quelqu'un qui se cache derrière sa médiocrité pour dire non mais ça fait 3 ans que je te le sens, mais par contre j'ai pas le courage de t'écrire un commentaire, ça me met hors de moi. Et quand on me dit mais tu sais jamais, ces gens seront peut-être un jour tes clients, non mais je veux pas que ce soit mes clients en fait. Moi je bosse plus avec des gens comme ça. Parce que bosser sur LinkedIn qui est difficile pour écrire des choses qui sortent du lot, faut s'entraîner. Si la personne, son problème c'est que déjà elle ose pas commenter au bout de 3 ans, moi je travaille pas à ce niveau-là de psychose. Je travaille avec des gens qui ont déjà franchi le cap de ok, on joue le jeu parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc ça m'énerve, les gens qui pleurent pour rien, qui s'inventent des excuses, qui osent pas, qui prennent, qui donnent jamais. J'ai aussi horreur des gens qui, alors ça va peut-être paraître paradoxal, mais j'ai horreur d'une forme de nombrilisme. Mais moi je raconte ma vie sur LinkedIn, donc c'est paradoxal, mais je trouve qu'il y a parler de soi pour créer du lien avec les autres. Et parce que parfois ça donne du courage aux autres aussi. Moi je sais qu'il y a plein de nanas qui ont de l'endométriose qui me remercient de faire ce que je fais, ou des parents ou des conjoints de femmes. Par contre je déteste le côté victime, c'est ça, envoyez-moi de la force, machin, ça me gonfle ça. Je suis très brute en fait, donc j'aime pas les fausses bonnes émotions, quoi. Les fausses bonnes idées, les fausses bonnes vibes. Je t'envoie plein d'énergie positive, machin. Je suis pas du tout comme ça. Moi, je suis très vraie. Tu vois, on y va. Dis-moi des trucs vrais, quoi. Arrête avec tes twists. Ou alors, ça va, mais me demande pas si ça va parce que tu n'as pas envie d'écouter la réponse. Tu vois, j'aime l'honnêteté, donc je déteste l'hypocrisie. Et voilà, j'aime pas ce qui est faux de manière générale. Ok. Mais c'est ça que je trouve. Moi, enfin, je pense que c'est aussi comme ça qu'on te reconnaît. Tu vois, c'est pour ça que je te pose la question, parce que je pense que c'est de dire qui sont tes ennemis, tu vois, ou voilà, en tout cas, ce que tu aimes moins, c'est comme ça qu'on te reconnaît.
Mais c'est plus difficile. Enfin, j'ai toujours. Moi, il y a plein de fois où il y a des coups de gueule qui me viennent, tu vois. Mais c'est hyper dur de trouver justement cette ligne entre, tu vois, mon coup de gueule, il est légitime. Ouais. Ou alors, en fait, c'est juste que ce truc-là, ça m'a blessé dans un truc qui est une blessure à moi, Ouais. tu vois. Et c'est pas légitime, du coup, c'est juste toi avec ton truc, avec ce que t'as, quoi. Et en même temps, j'aime bien ce côté. Enfin, moi, j'essaye de me dire, j'ai envie d'être positif, tu vois, dans tout. Mais être positif, ça veut pas forcément dire tout le temps, enfin, c'est le monde des bisounours et tout va bien, tu vois. Mais c'est aussi dur de faire la part des choses entre ces concepts-là, tu vois. Bah, c'est ça où, tu vois, je te le disais tout à l'heure avant de commencer à enregistrer, j'ai des personnes qui m'ont souvent dit, t'arrives à raconter des trucs quand même pas marrants, Ouais. sans être dans le pathos, on se dit pas, enfin on n'est pas gêné. Alors évidemment, il y a des gens qui vont dire si, moi ça me gêne, il y en aura toujours que ça gênera, mais globalement, les gens me disent, t'arrives quand même à raconter des trucs hyper douloureux parfois, de façon pas douloureuse en fait. Ouais. Donc je crois que c'est aussi la manière de dire les choses parfois qui fait que comment tu te positionnes. Est-ce que tu veux écrire pour que les gens te plaignent, ou est-ce que tu veux écrire pour transmettre quelque chose à d'autres gens qui pourront peut-être en tirer quelque chose pour eux-mêmes, et t'es pas du tout dans la même optique. Est-ce que tu veux transmettre, ou est-ce que tu veux recevoir des caresses sur la tête, tu vois. Ah, ça c'est une bonne règle finalement, d'être sur un point où tu donnes, plutôt, d'une position d'où tu C'est donnes toujours plutôt le d'être même dans sujet, une position d'où tu reçois. Ouais. Pourquoi t'écris, et ça aussi dans les trucs Mm. qui m'énervent, c'est les gens qui écrivent en disant non mais je comprends pas, j'ai parlé de moi, j'ai été authentique, ça marche pas. Mais ça marche pas parce que tu écris pour toi, de A à Z en fait. Parler de soi, c'est pas le problème. Parler de soi, le problème, c'est parler de soi pour se soulager, pour recevoir de l'approbation. Moi, j'écris pas pour me soulager, pour recevoir de l'approbation. J'écris pour porter un message, parce que c'est indispensable pour moi de dire certaines vérités. Et je peux te dire que quand j'écris des posts, que j'ai 3 likes ou que j'en ai 300, si je suis fière de mon post, je suis fière de mon post. Basta, tu vois. J'ai pas besoin que les gens me disent je valide ton post. D'ailleurs, je déteste qu'on me dise je valide ton post. Autre commentaire que je n'aime pas du tout, je valide. Donc vraiment la question à te poser, c'est pourquoi j'écris ce que j'écris. Si c'est pour me décharger, faire ma psychothérapie en ligne, c'est pas forcément une bonne idée. Par contre, si c'est pour faire avancer les choses à travers un partage qui élève les autres, c'est complètement autre chose. Ouais. Ok. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais pourquoi, selon toi, l'écriture, c'est fondamental aujourd'hui? On a parlé un peu du côté améliorer sa pensée, affiner sa pensée. Est-ce que tu vois d'autres choses, ou est-ce que tu veux développer ça? Moi, je trouve que le monde va quand même assez mal, globalement. Je suis pas quelqu'un de pessimiste. On m'a même dit que j'étais plutôt optimiste. Il faut, quand tu as une maladie chronique ou difficile, tu as intérêt à t'accrocher tout le temps à quelque chose qui te redonne envie. Mais je trouve que le monde va mal, je trouve que les gens vont mal, je trouve qu'il y a beaucoup de violence entre les gens, en eux. La violence, souvent du désespoir et la perte de sens. Moi, j'ai la chance d'être catholique, donc je suis spirituelle, et j'ai une religion aussi qui fait que ça m'élève aussi. Et je pense que les gens manquent de repères, et ils se connaissent souvent pas si bien eux-mêmes. Et je trouve ça très dur d'être bien dans le monde quand on sait pas vraiment qui on est, quand on sait pas vraiment pourquoi on est là. Personne ne sait vraiment, mais en tout cas, quand on n'a pas vraiment de but, de sens, de place. Je trouve que c'est la plus grosse souffrance de l'humain, c'est de se dire quelle est ma place, quoi. Et quand aussi on n'a pas la force de se dire ça, je rejette, ça, j'accepte. C'est pareil avec les gens. Je vois le nombre de gens qui souffrent de relations toxiques, qui se laissent tu vois, abuser ou autre. Et je trouve que l'écriture, c'est un moyen extraordinaire de savoir mieux qui on est, de savoir mieux ce qu'on veut, de savoir mieux ce qu'on veut pas, de muscler sa pensée, parce que quand tu arrives à convertir des idées en un texte clair, évidemment ça demande du travail. Mais du coup, ça veut dire que quand tu lis un texte, t'es capable de dire ça pue le mensonge. Ça, je me méfie. Ça pue la vérité. Et tu vois, et tu développes énormément de choses en fait à travers ça. Et donc, je sais que je le répète et je continue de le répéter, mais il y a des raccourcis qui n'ont aucun sens. C'est comme si on inventait des raccourcis pour écrire plus vite, ou voire ne pas écrire et déléguer sa plume. C'est comme si on inventait un raccourci pour aimer, tu vois, ou pour entrer en relation avec quelqu'un. Non, mais je me passe de toute la phase où on apprend à se connaître et on arrive. Mais c'est la vie, c'est ça en fait. La vie, c'est pas franchir la ligne d'arrivée, on va tous finir au même endroit. Hein. La vie, c'est tout ce que tu fais entre les deux. Et l'écriture, c'est pas
ouais, j'ai balancé mon post sur LinkedIn. C'est pas ça. C'est qu'est-ce que tu as vécu, comment tu le dis. Est-ce que tu arrives à être honnête avec toi-même? Est-ce que tu arrives à toucher les gens? Est-ce que tu arrives à parler de ce que tu fais de manière intéressante? Combien de gens ne savent pas faire ça? Ils savent pas rendre intéressant ce qui... Mais c'est horrible, c'est une souffrance pour eux. Ils le disent. Hein. Mais écrire, ça change ça, quoi. Donc je trouve que c'est... moi j'ai une petite nièce de 3 ans et demi, et déjà on fait des petites masterclass sur storytelling avec Babar. Est-ce qu'elle a un compte LinkedIn ou pas? Dieu merci, non. Déjà qu'elle slide sur le téléphone comme si elle était née avec, ce qui est effrayant. Donc on s'en tient à Babar et les histoires et tout, mais je l'entraîne à me raconter des histoires. Puis alors maintenant c'est toi qui me raconte. Alors elle fait beaucoup. Et tout à coup, et après, et alors, il y a eu un cheval, et après il y a eu des canards. Bon, c'est pas encore tout moi, à elle fait. maîtrise l'art mais déjà l'arc narratif de Pixar, on est bien là. Faut bien être. Donc elle écrit pas encore, mais ouais, je veillerai à ce qu'elle ait ce goût-là, quoi. Et est-ce que ça vient par la lecture, le goût de l'écriture? Est-ce qu'en consommant, enfin, pas en consommant, en lisant, pardon, du coup, ça a aussi donne envie de développer tes propres idées ou de digérer les idées aussi? C'est certain. Parce que ce que tu dis, ça me fait penser à... moi, je suis en train de pas mal réorganiser la façon dont je prends des notes, notamment sur mes lectures. Et il y a un principe que j'aime bien sur les nouvelles méthodes que je suis en train d'appliquer là, qui est justement le principe de friction, où c'est un peu ce que tu dis avec l'écriture, c'est que pour la prise de notes aussi, il faut de la friction en fait. Tu vois, il faut prendre des notes et il faut prendre le temps de reprendre les concepts dans ces notes sur ce que tu as lu pour les digérer, les affiner, et c'est comme ça, que tu vas les retenir, que tu vas avoir quelque chose qui est beaucoup plus structuré, reformulé avec tes mots. Et donc, oui, c'est chiant et ça prend du temps, mais en fait, c'est essentiel et c'est comme ça que tu vas retenir tes lectures et que tu vas faire des choses qui sont... tu vas pouvoir connecter des concepts entre eux, etc. Et de ce que tu me dis, je comprends que l'écriture, c'est un peu pareil. En fait, oui, j'ai l'impression qu'on est dans un monde d'instantanéité où il faut le résultat tout de suite, mais qu'on perd de vue le côté... en fait, il faut faire le travail et il faut passer le temps et les heures, parce qu'il n'y a que ça de vrai. En fait. Et en fait, les gens pensent qu'ils ont le résultat plus vite, mais ils ont 1/100 du résultat. C'est ça le truc. Tu vois, l'autre jour, j'ai pris une émission de podcast en anglais assez pointue sur l'IA et je sais plus exactement l'angle du truc, mais c'était sur tout ce que ça chantait comme processus cognitif. Donc c'était vraiment assez pointu, puis en anglais en plus, donc avec plein de termes scientifiques. Et je me suis dit, j'ai envie d'en faire un post LinkedIn, mais je vais pas demander une IA de me synthétiser le truc. Et tu vois, j'aurais pu faire ça, c'est le grand délire de plein de gens. Mais pourquoi je ferais ça alors que ça m'intéresse et que j'ai envie de forger mon esprit là-dessus? Donc il faut savoir ce qu'on veut dans la vie aussi. Donc je me suis posée devant le truc, je me suis farci 1h30 de speech en anglais où j'ai pris des notes et c'était parfois... Pourtant je suis très à l'aise avec l'anglais, mais des fois c'est douloureux parce que c'était pointu. Après je me suis retrouvée avec mes notes et je me suis dit maintenant faut simplifier tout tu ça. vas simplifier tout ça, le synthétiser déjà parce qu'1h30 en 3000 caractères c'est pas facile. Ça veut dire qu'il faut choisir un angle, tu vas pas pouvoir tout dire. Quelle est ton idée unique et dominante et comment tu vas l'articuler et avec quoi tu veux que les gens repartent à la fin comme message. Et donc tu passes de 1h30 de talk en anglais hyper scientifique avec plein de sources à tes propres notes, donc c'est déjà un peu plus restreint, à ensuite un post LinkedIn selon un angle et tout ça. Et le post, c'est ce que j'appelle les posts solides, c'est-à-dire c'est pas des posts qui font 500 likes et qui sont faciles. Par contre, c'est des posts, je crois que c'était pas loin de 100 likes et il y avait des commentaires, donc c'est quand même quand il y a un bon ratio commentaire-like, je trouve que c'est solide, ça veut dire que les gens sont pas juste passifs et ils ont vraiment quelque chose à dire. Et c'est un post qui te sert dans la durée, parce que déjà, les gens peuvent le retrouver plus tard. Et si quelqu'un tombe dessus et le lit, il se dit, putain, cette nana, c'est pas du vernis, quoi, tu vois. Et c'est ça aussi que je veux. Et donc j'ai fait ce choix-là aussi parce que moi, j'ai vachement appris en faisant ça. Et donc, un des produits de tout ce processus, c'était un texte de 3000 caractères sur LinkedIn. Mais si mon seul objectif c'était de produire 3000 caractères, je passerais ma vie à essayer de faire de la production de 3000 caractères. Mais c'est un enfer. Moi j'ai voulu écouter le podcast, travailler mon anglais, travailler ma prise de notes, travailler mon esprit de synthèse, travailler ma capacité à sélectionner ce qui est important de ce qui ne l'est pas, travailler ma capacité à transmettre et à rendre clair quelque chose qui est compliqué. Et nourrir ma marque personnelle qui est cette meuf elle est intelligente, en même temps elle est claire, en même temps elle a un avis tranché, mais en même temps elle est pas dogmatique, tu vois, tout ça c'est hyper important. Et donc on passe de j'ai produit un texte en 10 minutes avec l'IA qui m'a fait un résumé sans que j'ai besoin d'écouter, super, à tout ce que je viens de dire. C'est pour ça que moi je trouve que dans ces cas-là c'est... faut réussir à finalement... C'est pas une victoire en fait d'utiliser l'IA. Faut réussir à comprendre quel résultat on vise
et à contourer aussi le process quand tu fais quelque Ouais. chose et de réussir à identifier tout ce que tu attrapes en faisant C'est ce ça. process-là. C'est ça. Et je suis pour accélérer les choses laborieuses qui apportent pas de valeur. Je suis pas du tout une partisane de l'effort absolu. Ouais. Mon délire, c'est pas on va souffrir. Non, c'est pas ça. Mm. L'écriture, c'est jamais une souffrance pour moi. Je trouve que c'est magnifique, quoi. Et quand quelqu'un passe de... Moi, j'ai vu des gens de 15 ans de plus que moi, mais souffrir devant une page blanche, quoi. Ouais. Et j'ai arrêté d'accompagner des gens qui étaient débutants complets. En tout cas, je fais des challenges plus accessibles, mais les coaching one-one, j'accompagne plutôt des gens qui écrivent déjà. Parce qu'il y avait une dimension qui était quasiment de la psycho, quoi. Ouais. Et on arrive à des choses très profondes, quoi. Quelqu'un qui n'arrive pas à exprimer ses idées sur un papier, c'est sérieux, quoi. Et ces gens-là, ils ont des jobs où parfois ils en cherchent un, ils essaient de se repositionner, ils ont fait une super formation, ils comprennent pas pourquoi ils trouvent pas. Mais il manque des liens, c'est pas du tout un jugement d'intelligence, hein, mais il manque des fils pour que ce soit fluide. Et ça, tu dois le bosser. Ouais. Et ça vaut la peine, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont tellement perdu ça que c'est douloureux pour eux. Ouais, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup moins de gens qui lisent, et je pense que ça commence sur de la lecture de longs livres, etc. Il y a l'entreprise aussi. Hein. Moi, je vois les gens qui ont été en entreprise et qui deviennent entrepreneurs, surtout des gens qui ont au-delà de 50 ans, qui ont été biberonnés, même pas 50 ans, j'ai vu des gens plus jeunes, biberonnés au corpo, ils savent pas s'exprimer autrement qu'avec la novlangue, quoi. Et il y en a, ils m'en dit, putain, ça me fait mal, j'ai même plus mes mots, quoi. C'était ma réalité, je pense, il y a 3 mois. Alors, je suis heureux de voir 3 mois, ouais. Que je suis sorti assez vite, en fait. Super. Quand tu baignes plus dans cet environnement-là, c'est... Mais en fait, ouais, quand tu es dans le bain, en fait, t'es un perroquet d'un système... tu ne peux pas lutter contre, en fait. C'est impossible. Tu vois. Alors, tu peux, mais moi j'étais déjà assez contre. Ça te coûte. Moi, tu vois, j'étais dans un grand cabinet de conseil à Paris. C'est sûr qu'il y a des milieux plus difficiles que d'autres. À base de slide, brainstorm et tutti quanti, quoi, tu vois. Ouais. Donc, ça déconnecte les gens de leur propre pensée. C'est hyper grave, en fait. C'est le concept de la novlangue, c'est vraiment... Ils sortent de là, ils ne savent plus ce qu'ils pensent. C'est un truc de fou. C'est pas une idée, je l'ai vu en coaching, vraiment. J'ai eu une cliente un jour qui m'a dit, j'ai passé 9 heures devant ma page. Je sais même pas comment c'est possible. J'ai eu tellement mal pour elle, je me suis dit, putain, il faut qu'on fasse quelque chose, parce que il faut qu'on comprenne, est-ce que c'est que tu n'y arrives pas, est-ce que c'est que tu t'auto-sabotes avant d'avoir écrit. Mais 9 heures, c'est pas possible, tu te rends compte? Ah oui, c'est incroyable. C'est la douleur, quoi. Je sais pas, c'est un accouchement, mais... Et donc toi, tu parlais un peu de ce process-là, par exemple sur le podcast, que tu as digéré, que tu en as fait un post. Est-ce que pour progresser en écriture, tu te mets régulièrement des challenges, écrire un essai, tu vois, écrire un poème, je sais pas, ou est-ce que finalement ton travail et ce que tu pratiques, tu vois, d'écrire tes posts, ça c'est ton entraînement, ta formation continue finalement que tu fais dans le cadre de ton travail, ou est-ce que tu te mets d'autres choses, d'autres challenges? Alors je m'entraîne beaucoup pour mon boulot parce que j'écris tous les jours sur LinkedIn. Et j'ai même souvent écrit plusieurs fois par jour. Plus j'écris une newsletter, plus j'écris sur Notes, même si c'est assez copier-coller LinkedIn. Et en ce moment, je suis en break client pour l'été, mais quand j'ai des clients, je relis tous leurs posts, on bosse en profondeur sur la ligne éditoriale et tout, donc c'est des façons d'écrire complètement différentes de la mienne, donc il faut que j'arrive à pas du tout vouloir les amener à écrire comme moi. Ça c'est vraiment un truc que j'ai vraiment développé, c'est-à-dire que d'ailleurs souvent, ça arrive souvent que j'ai des clients qui disent oui mais toi, non mais attends, c'est pas le sujet, là t'es pas là pour écrire comme moi, t'es là pour écrire comme toi en fait, tu vois. Donc ouais, j'ai beaucoup déjà quand même, je fais beaucoup de ça, je lis beaucoup, j'écoute beaucoup de podcasts et je me fais beaucoup de synthèse. Après, j'ai choisi de commencer à écrire un roman il y a quelques mois et j'ai pris une formation pour ça et des coachings pour ça. Et pour moi, c'est un énorme challenge parce que je suis très format court. J'ai toujours été très court. Du coup, c'est plus du tout la même manière d'écrire. Et puis, t'as pas de feedback en fait. C'est un temps très long et ça, pour moi, c'est hyper dur. Mais je sais que c'est important. Je suis plus format nouvelle, j'aurais adoré écrire des nouvelles, tu vois, des histoires avec une chute à la fin, une montée assez rapide et une chute. Ça, c'est plus mon format. Même en course à pied, j'ai fait une fois le marathon de Paris, mais mon format c'était beaucoup plus 5 ou 10 km. J'ai toujours été sur ces formats-là. Pas sprint, mais pas non plus ultra ou long, quoi. Et donc le roman, c'est un format qui est exigeant pour moi et qui me force à penser à un arc narratif dans la durée, qui me force à doser ce que je dis pas, pour que ce soit évident et en même temps que la personne qui lit soit pas complètement perdue. Ça me force à penser mes personnages, leur densité. C'est très contraignant pour moi, c'est très dur. Et c'est pour ça que tu as choisi d'écrire un roman? Je l'ai choisi parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui aimeraient me lire en dehors de LinkedIn, donc on me l'a souvent dit depuis longtemps, et des gens très différents, et ça je trouve que c'est un signal très fort de voir qu'il
une universalité dans ce que j'écris, ça me plaît vachement. Et j'ai choisi aussi de me lancer parce que je pense que j'ai atteint un niveau de pratique qui fait que je peux me permettre ce genre de challenge-là, ouais. Mais c'est un challenge, enfin, je veux dire, c'est pas du tout facile. Ouais, non, c'est hyper dur, hyper dur. Ouais. Et t'as un style particulier sur ton roman ou c'est, je sais pas si t'as le droit d'en dire trop bien ou pas, sûr. mais c'est pas de la littérature, enfin t'aurais pu prendre un angle littérature ou t'es sur quelque chose de plus léger, on va dire. Non, ça va être un genre un peu un thriller psychologique en fait. Ok. C'est en 2 mots, c'est 2 femmes qui se parlent en ligne, qui se rencontrent sur LinkedIn. Comme en fait plein de gens se mettent à se parler au début en commentaire, après en DM. Nous, hein. Voilà, au début c'est sur un feed, après tu te rends compte que tu t'entends bien, donc tu te parles en DM. Puis après parfois ça dérive sur WhatsApp, et puis voilà, parfois IRL, bref. Et en fait, elles se rencontrent pas, parce qu'elles sont assez loin, mais elles entreprennent une correspondance par écrit qui va être hyper exaltante. Qui va vraiment aller jusqu'à changer leur vie, parce qu'elles vont commencer surtout une des deux, qui va commencer à trouver que en fait, sa relation en ligne est plus nourrissante que sa vie. Donc elle va vraiment voir son quotidien changer, et en fait, au début, ça va lui apporter plein de choses qu'elle n'avait pas dans sa vie, elle va trouver que c'est hyper nourrissant, hyper exaltant, et de fil en aiguille, elle va se sentir de plus en plus mal, jusqu'à une chute totale, et elle va mettre du temps à s'en rendre compte, et le jour où elle va s'en rendre compte, elle va se dire: la seule manière pour moi de sortir de cette emprise, sachant qu'en apparence tout se passe bien, il n'y a pas eu de problème, pourquoi cette relation me draine autant d'énergie? La seule solution pour avoir la réponse, c'est d'aller rencontrer son interlocutrice en vrai, de savoir qui est cette personne en fait. Et ça va être un dénouement majeur, cette rencontre. Donc il va y avoir... mon but, c'est de créer une tension autour de l'écriture, qui en apparence est très vivante, très riche, mais destructrice dans le fond. Pourquoi elle est destructrice? Pourquoi il y a une perte de vitesse? Pourquoi des mots peuvent agir aussi fort sur les gens? Quelle est la place de la relation en ligne là-dedans versus la relation vraie? Donc tu vois, ça va pas être bourré d'action, ça va être très thriller psychologique et avec une grosse place pour les mots dedans. Donc, donc en même temps, c'est incarné dans le temps long tout ce sur quoi je travaille dans le temps plus court sur LinkedIn. Ok. Bon, génial, t'as bien fait monter la sauce. C'est quoi écrire avec force et style? Eh bien, c'est aussi une bonne question, parce que souvent les gens disent: moi je veux avoir plus de style, et ils oublient la force. On peut pas avoir du style si on n'a pas de force. La force, ce sont les idées, comme on en a parlé tout à l'heure, les grandes idées, les convictions, les partis pris. Ça m'est aussi arrivé de demander à des clients quels étaient leurs partis pris, et ils m'ont dit: je n'ai jamais réfléchi à cette question, quoi. Je te demande pas de mettre le feu, de cliver les gens, je sais pas ça. En quoi tu crois profondément, c'est déjà la première chose. Donc la force, c'est vraiment qui t'es, en quoi tu crois, pourquoi t'écris. C'est déjà un gros morceau à aller chercher, c'est déjà quand important. T'as pas fait l'exercice. Et ça, quand on te file des templates, on te demande pas de réfléchir à ça. Et pourtant, c'est absolument essentiel. Et le style, c'est comment t'incarnes cette force. Donc si le style, pour toi, c'est juste utiliser des gimmicks, des expressions, faire des blagues et utiliser les codes LinkedIn, et que tu comprends pas, ou pour certains plus littéraires, des figures de style ou machin. Non, mais si tu fais une anaphore, tu casses 3 rimes et une punchline à la fin, et que ton message n'a aucun sens et qu'il est pas du tout fort, ou que en fait les gens voient pas pourquoi tu parles de ça, ton style il vaudra que dalle. Ton style il a de la valeur quand il est cohérent avec la force de tes idées. Donc la force et le style, c'est vraiment l'écriture, c'est l'iceberg, quoi. C'est ce qu'il y a en dessous et c'est ce qu'il y a au-dessus de l'eau. Et le style, c'est plutôt la partie au-dessus, c'est la petite partie qui se voit, mais ça n'a de valeur que si vraiment en dessous il y a un gros morceau bien bossé, quoi. Et donc voilà, la force et le style, c'est vraiment la puissance du fond et de la forme, en fait, d'une certaine manière. Et comment tu développes ton style? Alors sur la force, on en a parlé, je pense que c'est un peu beaucoup d'introspection et aussi sortir tes convictions, etc. D'ailleurs, ça, je trouve que ça marche bien en miroir. Assez dur à faire seul, mais quand tu as quelqu'un qui te renvoie la balle, je trouve que c'est plus facile. Mais sur le style, comment tu développes un style? Est-ce que à partir de combien de temps ça vient? Est-ce que tu vois? Je pense que ça change toute la vie, en fait. Tout à l'heure, je te disais que l'écriture, c'est vivant. Il faut pas attendre, parce que l'écriture, ça change avec soi, quoi. Donc si t'attends, ce sera jamais le bon moment. Donc déjà, plus t'écris, plus tu vas te rendre compte de la manière que tu as d'écrire qui te convient. Ensuite, il y a une notion de tonalité aussi, parce que on parle souvent de tone of voice. Moi, j'ai pas la même tonalité selon que je fais un post de décryptage, ou un post de storytelling, ou un post où j'exprime quelque chose de plus profond. Enfin, évidemment que je parle pas de la même manière des mêmes sujets. Mais comment on sait que
au fond, c'est toujours moi. Tu sais, dans une ligne éditoriale, tu as la brand voice, donc la voix, qui est la personnalité, qui est ce qui ne change jamais, peu importe la situation. Et le tone of voice, c'est la tonalité. Donc si tu parles d'un événement triste versus un événement marrant, tu vas changer de tonalité. Mais derrière, la brand voice, la personnalité, elle doit rester la même. On peut pas avoir un jour quelqu'un, je sais pas, d'hyper empathique et sensible, et 3 jours après avoir un post hyper cynique et quelqu'un qui se fout de la gueule des autres. C'est bizarre, quoi. C'est pas très cohérent. Là, il y a un problème de voix, tu vois. Et donc, moi, j'essaye d'être cohérente. Donc, on en revient toujours à l'honnêteté avec soi-même. Si je change de personnalité en fonction des posts, c'est problématique. Et généralement, ça fait vraiment... C'est une grosse partie de la réussite. Après, tu peux jouer avec les tonalités. Et moi, je fais beaucoup d'exercices de style avec mes clients. Je leur dis, essaye de faire un post genre hyper assertif, t'es hyper sûr de toi, tu sais ce que tu dis, machin. Et quand ils voient qu'ils ont trop de mal, parfois ils se disent, ouais, c'est pas du tout moi. Et en même temps, j'aimerais bien ressembler plus à ça. Ouais, ok. Et donc, essayer les exercices... Ce que tu mets pas mal dans ta newsletter, d'ailleurs. Tu abrèges pas mal les questions. C'est ça. Alors, petite coupure, c'est de nouveau moi. Comme vous avez pu vous en rendre compte, il y a eu une petite différence sur le son. En fait, j'ai eu un petit problème technique avec un des téléphones qui s'est éteint. Du coup, j'ai dû utiliser l'autre téléphone que j'utilisais pour filmer, qui avait pas les micros branchés dessus. Et donc, j'ai fait un retraitement du son derrière avec une IA. Donc, l'IA n'a pas que des inconvénients. Ça a été bien pratique, mais du coup, voilà, pardonnez-moi pour ce petit inconvénient technique, et j'espère que ça ne gênera pas trop votre écoute jusqu'à la fin de cet épisode. Je vous laisse avec la conversation. Et parfois, pour savoir, il faut aussi oser. Encore une fois, on en est toujours au même point, mais est-ce que t'as déjà, par exemple, est-ce qu'il y a un type de post que tu n'oses pas faire? Genre, tu te dis, je ne prendrai jamais ce style-là d'écriture, par exemple. Bonne question. Un post autoritaire, par exemple, ou très affirmé, est-ce que tu as déjà essayé? Ouais, très affirmé, je pense que ça, c'est un truc où je peux avoir plus de mal, ouais. J'essaye d'affirmer mes idées, parce que c'est un peu dans les codes aussi de dire, faut pas trop hésiter, etc. Mais même ça, je suis en train d'y revenir, tu vois, je trouve que c'est bien de mettre de la nuance de temps en temps. Ouais. Mais ouais, un truc très affirmé parce que je considère, qui je suis pour dire justement que les choses doivent être comme ci ou comme ça, tu vois. Je préfère avoir une posture de dire, moi j'ai vécu quelque chose et du coup je me suis senti comme ça, donc je peux être affirmé dans ce sens-là, mais je vais pas être affirmé dans le sens de dire, tu vois, il faut utiliser tel template pour faire des vues sur LinkedIn. Bon, peut-être mauvais exemple, mais... Il y a forcément dans ton univers des choses qui sont viscérales pour toi. Ou t'as un avis tranché? Ouais. Ou fort? Ouais. Bah, par exemple, que, tu vois, un peu ce qu'on disait tout à l'heure, enfin, en tout cas, ça, c'est un de mes avis tranchés. Enfin, on a tout par le travail. Tu vois ce que je veux dire? Que pour moi, travail plus temps résout tous les problèmes. Voilà. Mais ça, c'est une conviction forte. Ouais. Si tu vas pas dire, oui, non, mais il n'empêche que, en fait, il y a des gens, ils ont le droit. En fait, on n'a pas le temps, tu vois. Toi, c'est une conviction. Et donc, il n'y a pas de problème à l'affirmer, cette conviction. Et après, tu peux l'affirmer avec des anecdotes, tu peux l'affirmer avec des infos que tu auras lues dans un bouquin ou d'une personne qui a vachement bossé sur le sujet que tu synthétises. Tu peux l'affirmer sous forme de billet d'humeur en disant, en partant d'un truc qui t'insupporte et en argumentant. Il y en a qui vont pas apprécier, on s'en fout en fait. Et t'es pas là pour dire aux gens, je vous aime pas, t'es là pour dire, moi je pense que ça c'est important. Ok. Et donc après, il faut oser. On écrit sur LinkedIn en principe pas pour faire du bruit, mais pour faire avancer les choses. Donc encore une fois, on n'a pas le temps d'être au milieu tout le temps, quoi. Il faut, si t'as des choses auxquelles tu crois, des choses que tu désapprouves, des choses qui sont importantes, des choses que tu veux partager avec ton audience, vas-y, quoi. Fais pas les choses à moitié. Ouais, complètement. Ok. Est-ce que t'as des Alors j'ai une question que je vais te poser tout à l'heure, c'est pas grave, je vais la poser maintenant. Du coup, il y aura 2 volets. Est-ce que toi, tu as des inspirations littéraires ou, on va dire, des auteurs en général, passés ou actuels? Ouais. Et ma question suivante, ça sera qu'est-ce que tu recommandes pour des gens qui se lancent en écriture, tu vois, comme lecture, comme... Alors, est-ce que j'ai des inspirations littéraires? Ouais, carrément. J'adore Rainer Maria Rilke, qui a écrit Lettre à un jeune poète. Donc, c'est un roman épistolaire entre un poète et... je crois que c'est un aspirant poète qui lui pose des questions, et il y a des vérités absolues sur la vie et sur l'écriture dans ce livre qui sont une inspiration infinie. Je crois que si je devais partir sur une île déserte, ce serait mon bouquin. Ok. C'est d'une profondeur et d'une intelligence démente. Et
Après, j'aime beaucoup les nouvelles, donc Anna Gavalda, les nouvelles de Maupassant. J'aime beaucoup Zweig aussi, tous ces auteurs qui ont une capacité à décrire les choses avec tellement d'humanité en fait. J'aime pas du tout les romancières contemporains qu'on voit dans les gares là, tu sais, on va dire vendus 1 million d'exemplaires, mais je trouve ça tellement chiant. Je trouve ça tellement... C'est pas du tout modernité versus ancien, c'est pas ce sujet, c'est... Là, j'ai découvert un auteur grâce à ma mère qui s'appelle Maxence Fermine, qui est un auteur de fiction, mais qui a un style très onirique et très poétique, et tout à fait contemporain. Ce qu'il écrit, c'est génial. Mais je vais pas citer les noms de ceux que j'aime pas, mais clairement, ouais, je trouve que les histoires sont tirées par les cheveux. Je trouve que les styles, t'as des cliffhangers à la fin de chaque chapitre, c'est une blague tellement c'est appuyé quoi. Et il se dit que plus jamais il ne la reverrait. 3 petits points. Tu te dis non, bah fais un effort quoi. Donc la plume a perdu en profondeur vraiment. Donc ouais, ça c'est pour les auteurs que j'aime bien lire. Et pour les recommandations... Et sur tes auteurs, est-ce que tu avais eu une révélation littéraire, tu vois, jeune, ou quelque chose qui t'a marqué, qui t'a donné encore plus envie de lire ou, Réna Maravik, j'ai vraiment beaucoup aimé. Vraiment, ça m'a vraiment touché. Et par contre, j'ai été forcée, comme tu disais tout à l'heure, de lire Zola en première. Et j'ai détesté Zola. J'ai détesté le roman naturaliste. J'ai détesté cette façon de vouloir décrire le réel médiocre. Mais il le fait hyper bien. La preuve, j'ai détesté. Mais décrire un milieu populaire qui cède toujours à la médiocrité, qui claque son fric, qui boit, qui se gave, enfin c'est des trucs... moi je suis très lean dans ma façon de vivre, donc ça m'a toujours exaspérée. Je trouvais ça sale, je trouvais ça vulgaire. Il le décrit hyper bien, mais du coup ça me mettait très mal à l'aise et j'avais donc dû lire L'Assommoir que j'avais absolument détesté. Donc j'ai eu des révélations aussi avec ce que j'aimais pas lire. Et actuellement, les livres, un peu de romans de gare, même s'ils ont été vendus 1 million d'exemplaires que je lis, me confortent dans ce que je n'aime pas lire et pas écrire. Même si ça marche auprès d'un certain public, mais ça... J'ai un petit péché mignon, c'est Melissa d'Acosta. Ouais, je connais le nom, mais j'ai jamais lu. Ouais, bon, qui est un peu... Enfin, c'est léger, mais elle sait bien aller appuyer sur des émotions, et voilà. Et du coup... Joël Dicker, dans les personnes contemporaines, lui a écrit des pavés policiers quoi. Premier c'était La vérité sur l'affaire Harry Kébert et franchement quand ma tante m'a offert ça pour Noël il y a 10 ans je me suis dit ok encore un bouquin de 3000 pages. Il est exceptionnel tu vois, je l'ai lu aussi. En fait Joël Dicker c'est un génie du scénario quoi. Le mec il est capable de te faire 10 scénarios en parallèle et de te les faire des flashbacks, des réaccélérations et tout ça et tu t'y perds presque pas. Alors que le gars il croise des trucs en fait des époques des trucs tu te dis mais comment il a fait ça avant d'écrire? Il avait un tableau de 500 mètres carrés avec des post-it. Comment il a fait quoi? Mais en fait je pense que oui en vrai je pense que ce mec c'est un artisan du scénario quoi. C'est un génie du scénario et donc et du suspense. Alors lui tous les auteurs souvent ce sont des femmes qui écrivent des cliffhangers pourris ferait mieux de demander à Joël Dicker comment il... Alors lui il est bon je trouve vraiment. Je trouve que vraiment t'as envie de le lire c'est intéressant. Donc tu vois, c'est un romancier contemporain qui est agréable à lire. Donc voilà, c'est pas une question d'époque, c'est plutôt une question de façon de voir le monde. Après, sur les idées, plutôt sur de la philosophie, enfin en tout cas des choses qui sont plus spirituelles, j'ai découvert il y a pas très longtemps le nom d'un effet qui s'appelle l'effet Lindy, je crois, qui est en fait le fait de dire que plus un livre a traversé les époques, plus ça veut dire que les idées qui sont dedans sont valables. Et du coup, c'est plus intéressant de lire des choses qui sont anciennes que de lire les derniers trucs qui sortent, parce qu'en fait, en plus maintenant, il y a des choses qui sortent tout le temps et il y en a trop. Du coup, il vaut mieux attendre quelques années pour voir les trucs qui restent, parce que il y a des chances et donc forcément les trucs comptent 200, 300, 2000 ans. Donc, tu vois, moi, je lis beaucoup de stoïcisme, Marc Aurèle, etc. Souvent, ça avait touché à l'époque déjà des choses qui étaient très justes, quoi. C'est vrai. Et la philosophie, c'est vraiment, ça imprègne beaucoup aussi mon activité, parce que j'ai appelé ma marque Bend It Like Socrate, donc Jula comme Socrate, en écho au film Bend It Like Beckham, qui avait un coup de pied unique et une manière unique de faire rentrer le ballon dans les buts. Et j'ai mimé ça avec le génie de Socrate, qui avait une manière unique de faire accoucher les gens de leur vérité intérieure par la maïotique. Et lui, son obsession, c'était d'arrêter de dire aux gens, en fait, si, faites ça,
aujourd'hui, remplissez des templates, utilisez un prompt, réfléchissez, et par la force des questions, je vais vous faire trouver votre vérité intérieure. C'est ce que j'essaie de faire. Le premier coach de vie, quoi. Mais totalement. Et là, en matière, c'était un coach plus de vie encore, intellectuel. Et quand je relis des trucs sur Socrate aujourd'hui, je me rends compte que ça a pas ça a pas pris une ride, alors que ça fait, je crois que c'était moins 500 en Jésus-Christ, Socrate. Donc oui, il y a des choses, tu sens que ça a une valeur universelle, et t'en as d'autres, tu te dis, c'est vraiment du vent, tu souffles et ça part, quoi. Ouais. Ok, et sur les livres ou les auteurs, les personnes à suivre en dehors de toi pour peut-être devenir excellent en écriture En France, honnêtement, j'aurais besoin de chercher longtemps. Je le répète souvent, mais j'aime beaucoup Julia de Funès, la philosophe. Je sais qu'elle est hyper clivante, mais je la trouve brillante. Ses livres sont extraordinaires. Son livre Développement impersonnel. Je partage tout ce qu'elle dit sur le développement personnel, que je trouve, dans sa manière dont il est véhiculé, souvent pas juste. Et sur les dérives identitaires, les gens ont besoin de s'identifier. Ça, c'est mon orientation sexuelle. Ça, c'est mon profil cognitif. Ça, c'est ce que je mange et c'est mon régime. Ça, c'est mon MBTI. C'est ça. Au bout d'un moment, t'es là. Attends, je comprends pas. T'es un être humain ou t'es une série d'étiquettes? Parce que moi, je suis perdue. Ouais, mais j'ai besoin de me... Non, mais moi, j'ai plein de particularités. Je me revendique jamais. Je suis Marie et je suis faite de plein de choses, mais j'ai pas besoin de les nommer, en fait. Donc, elle parle beaucoup de ces dérives identitaires, de gens qui, sous prétexte de mieux se connaître, en fait, se séparent des autres. Parce que c'est toujours mon étiquette versus la tienne. Oh, on n'est pas pareil, toi t'es ça, moi je suis ça. On est juste deux personnes, en fait. Et donc, elle a vraiment une réflexion intéressante sur le développement personnel et l'abus d'injonctions dans le coaching, sur les identités. Donc je trouve qu'elle est vraiment brillante. Il y a aussi Marie Robert, Philosophie sexy, que plein de gens connaissent, qui écrit des jolis textes, qui est intéressante. C'est tout à fait un autre style. Mais c'est des personnalités publiques, quoi. Sinon, j'aurais du mal à conseiller des gens dans l'écriture. En France, après, aux États-Unis, il y a David Perel qui, lui, clairement a créé une école d'écriture, et pour lui, il n'y a pas de « Ah oui, non, mais attends, on va s'assurer que c'est bien marketing pour que tu vendes ». En fait, il n'y a pas ce sujet. Aux États-Unis, ils ont beaucoup moins ce sujet de « Attends, mais c'est littéraire ou c'est business ?» Mais c'est de l'écriture pour servir et ta vie et le business. Enfin, je veux dire, c'est... Tu vois, et... J'aime beaucoup moins Nicolas Scholes, ce qu'il fait, je trouve ça beaucoup moins qualitatif que David Perel, mais lui, c'est aussi un autre qui vend beaucoup de choses, toujours à la frontière de l'écriture et du business. Et il y a un troisième nom, c'est Jason Fried, c'est un entrepreneur, je crois, qui avait créé Basecamp, et attends, il y a d'autres noms, j'ai oublié, mais j'avais fait une newsletter sur lui. Un multi-entrepreneur qui a succès, et lui, il dit, mais écrit noir sur blanc, il dit... j'aurais jamais réussi si j'avais pas autant écrit, quoi. J'ai développé mon business parce que j'ai écrit. Et il a même pris le parti d'écrire pour vendre en adressant des lettres à ses abonnés, en mettant vraiment les belles formules au cœur même de l'effort commercial et tout ça. Enfin, c'était vraiment l'écriture au centre. Et c'est très anglo-saxon. Et en France, on a gardé que la petite partie copywriting très basique. J'utilise des frameworks, j'utilise des hacks et j'essaie de persuader. Mais par contre, j'écris exactement comme mon voisin, parce que j'ai zéro style, et en fait, je comprends pas vraiment l'ampleur complète de ce que ça peut être l'écriture. Et je trouve que du coup, en France, il y a très peu de... Je sais même pas te dire, en fait, de gens que j'apprécie de lire sur LinkedIn. Je sais pas. Pour le moment. Ok. On va finir avec 2 petites questions. Si tu devais donner 3 conseils clés aujourd'hui, peut-être 3 meilleurs conseils à quelqu'un qui se lance en écriture, qui veut mettre l'écriture au centre dans sa vie, qu'est-ce que tu veux dire? Première chose, l'écriture c'est un sport, et quand on veut progresser dans un sport, il faut s'entraîner. Et on peut pas courir un marathon en se préparant 2 semaines avant. Donc il faut accepter cet état d'esprit de l'entraînement. Donc si tu veux mettre l'écriture au centre de ta vie, il faut écrire le plus souvent possible. Et plus t'écris, plus tu vas écrire bien, et plus tu vas écrire vite, et plus tu vas écrire facilement. Plus tu cours, moins t'es essoufflé, plus tu cours vite, plus tu développes ta musculature, c'est la même chose. En fait. Donc l'entraînement, la première chose. La deuxième chose, on l'a beaucoup dit, mais je pense qu'il faut sans arrêt relier ton écriture à qui tu es. Donc il faut vraiment se poser toujours cette question de l'honnêteté
est-ce que ce que j'écris, c'est volontairement complètement différent de moi parce que je joue un rôle est-ce que c'est... Qu'est-ce qui te ressemble quand t'écris, en fait? Il y a plein de gens qui savent pas le dire, ça. Quand est-ce que c'est toi? Et quand est-ce que c'est pas toi? Donc il faut vraiment sans cesse relier qui on est et ce qu'on vit. Moi, ce que j'écris est très lié à ce que je vis. Je ne produis pas un texte dans un isoloir. Ça découle de ce que je vis. Donc faut pas hésiter aussi à avoir une vie riche en relations, en échanges. Ça nourrit l'écriture et en lecture. Donc l'entraînement, être cohérent entre ce qu'on vit et ce qu'on écrit et nourrir sa vie réelle de choses riches pour pouvoir nourrir son écriture. Et troisièmement, je trouve que on n'insiste pas assez sur la dimension physique de l'écriture. On en a un petit peu parlé, mais j'ai vraiment envie de dire aux gens relis-toi à voix haute, écoute le rythme, écoute la clarté, écoute le flow des idées. Pose-toi la question, est-ce que ton accroche, elle donne vraiment envie à quelqu'un qui est en train de scroller à toute vitesse, qui a du bruit de fond, qui a son téléphone qui sonne en même temps que tu arrives sur son feed et qui boit son café? Est-ce qu'elle lui donne envie de s'arrêter? Parce qu'il y a trop de gens qui mettent des trucs, mais on s'en fout tellement, quoi. Et ils se disent, ça c'est un point important, ils disent, ils créent un teasing sur quelque chose de pas intéressant. Donc, comme si je te disais, j'ai croisé ma voisine hier et elle m'a dit un truc absolument incroyable. Là, tu crées un teasing. Mais en fait, le problème, c'est qu'on s'en fout de savoir que sa voisine t'a dit, tu vois ce que je veux dire. Moi, si je débarque sur mon feed et que je vois ça, je te connais pas, je vois ça, je me dis, pourquoi est-ce que ça m'intéresserait qu'une nana que je connais pas me parle de ce que sa voisine que je connais pas lui a dit? On s'en fout. Donc, la personne se dit, ouais, mais j'ai créé un teasing. Ouais, mais sur un truc pas intéressant. Donc, crée de l'intérêt dès le début. Sois très clair sur l'intérêt que la personne va trouver dans ton post et donne envie à cette personne d'avoir le fin mot de l'histoire pour dérouler. Mais dès le départ, pose-toi la question de l'effet que ton texte produit chez l'autre. Et l'effet, il est physique, c'est rythmique et c'est aussi se poser vraiment la question de en quoi ça intéresse l'autre. Il y a trop de gens qui écrivent, comme on disait au début, pour exister, l'écriture c'est en lien avec l'autre sans arrêt, quoi. Si tu penses qu'à toi en écrivant, ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. T'as le droit, hein, mais en public, en tout cas, il faut que ça crée quelque chose. Donc regarde l'autre en face, mets-toi à sa place. C'est la base de l'empathie. Et dis-toi, est-ce que quand je lis ça, j'ai envie de lire la suite. Et on peut pas avoir toujours raison, mais il faut se poser la question quand même. Ouais, et pour ça, moi, j'aime bien mettre un peu de temps quand même aussi entre, je sais pas si tu le fais, toi, parce que quand t'écris, t'es un peu dans ton jeu et c'est dur de prendre le recul et de te dire, ok, que ça vient de sortir, alors que quand tu l'as un peu oublié ton post au bout de 2-3 jours, tu retournes, t'es plus frais déjà, tu vois. C'est vrai, ça c'était vrai au début. Maintenant, j'avoue que moi j'écris souvent des posts parce que j'ai une bonne idée d'accroche. Ouais, ok. Et ma bonne idée d'accroche, c'est le reflet d'une bonne idée de message. Et quand je sais que mon accroche est bonne et qu'elle reflète bien mon message, j'ai beaucoup plus de chances que mon post soit linéaire dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il soit focus sur une idée. Alors que si tu pars de rien, déjà la plupart du temps, ce que t'as commencé à écrire comme accroche, c'est rarement bien. Tu peux être sûr que souvent, les gens, ils commencent à dire un truc intéressant au bout de 5 lignes. Donc, faut le savoir. Mais c'est vrai que maintenant, je pense beaucoup en accroche. Je pense en idée qui frappe, tu vois. Et je déroule à partir de cette idée. Ok. Génial. Où est-ce qu'on peut te trouver? Donc, bientôt, t'auras un roman dans les bacs. Bientôt. C'est prévu pour quand? Je ne sais pas. Je vais déjà l'écrire. S'il y a des éditeurs qui passent par là. Ok, pour l'instant, t'as pas d'éditeur? Ah non, je rêverais d'avoir d'éditeur, mais on m'a dit 1000 fois, mais tu sais que c'est hyper dur, tu sais qu'il y a presque personne chez vas-y, garde-moi tes trucs déprimants pour quelqu'un d'autre là, laisse-moi vivre. Donc il y a plein de gens qui rêvent d'être édités et donc ils ont pas du tout envie que toi tu le sois. Je pourrais te faire une auto-édition. Ouais, mais j'ai pas envie. J'ai déjà fait 2 livres en auto-édition. Là, je veux, c'est un roman, c'est un new business. On verra ce qui arrivera, mais j'ai très envie, si c'est possible, d'être édité. Donc voilà, c'est un processus assez long. Je pense que on a un petit peu de temps avant que ça sorte. Et puis déjà que je finisse de l'écrire, que je sois satisfaite, après que j'envoie le manuscrit, après que j'ai des réponses ou non. Enfin, tu vois, c'est un process. Ouais, bien sûr. Ok. Mais ouais, c'est ongoing. Et après, il y a Domsin, évidemment. Ta newsletter. Ma newsletter sur Substack, qui s'appelle la missive BILS. BILS qui est l'acronyme donc de Bandit Like Socrates en anglais. Ok. BILS, qui a été vachement bien repris par les gens. Ça m'a plu. C'est important pour le nom, quand tu trouves le nom d'une Le marque. nom, c'est un banger, comme on dit. Et il faut que les gens se disent, quand les gens l'adoptent, bon, les gens ne disaient pas Bandit Like Socrates, c'était trop bien, tu vois. Enfin,
ils le savent, mais quand les gens ont commencé à me dire, au fait, je t'écris à propos de Bills et tout, j'ai vu que ça rentrait vraiment dans la tête des gens, je me suis dit, ouais, j'ai bien géré là sur ce truc. Donc là aussi, le naming, c'est vachement important de se dire qu'est-ce que les gens vont pouvoir dire et prononcer. Donc ouais, Substack, et puis après, c'est tout, je te vois. Je suis plutôt concentrée, je suis pas sur TikTok, Instagram, Facebook et compagnie. Et puis sur mon site où il y a mes offres, mais elles sont sur LinkedIn aussi. Ouais. Ok. En tout cas, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Merci. C'est riche et dedans. J'ai adoré. Merci d'avoir pris le temps. Avec plaisir. Et puis ouais, à bientôt. À bientôt. Salut. Merci à tous et surtout ceux qui sont restés jusqu'ici pour l'écoute de ce premier épisode. Je suis extrêmement preneur de vos retours sur ce que ces épisodes vous inspirent, à quel point ils vous questionnent, sur quoi ils vous questionnent, sur la manière dont vous auriez aimé qu'il se passe si ça avait été vous derrière le micro pour interroger les invités. Donc n'hésitez surtout pas à laisser un petit commentaire, à mettre 5 étoiles sur le podcast et à vous abonner pour ne pas rater les prochains. Et puis, vous pouvez me contacter sur mon LinkedIn ou surtout sur LinkedIn pour me dire ce que ça vous a évoqué, ce que vous aimeriez voir, qui vous aimeriez voir comme invité. Voilà, n'hésitez pas, toutes les informations pour moi sont bonnes à prendre. Vous savez, quand on se lance, c'est très dur d'avoir un retour et une vision objective de ce qu'on fait. Donc, tout ce que vous pourrez me transmettre de votre point de vue m'aidera. Voilà, merci à tous, j'ai hâte de vous présenter le deuxième épisode et à très vite.